Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Soyez les bienvenus à toutes et à tous pour votre talk show interactif Faut qu'on en parle. Nous sommes de retour en direct pour cette nouvelle émission. En ce premier quart du 21e siècle, l'image de soi est devenue primordiale pour les humains. Nous avons donc décidé de faire un focus sur notre apparence. Le regard des autres nous fait-il changer ? Nous allons tenter d'y répondre ce soir avec nos nombreux spécialistes en plateau. Nous parlerons mode, beauté, chirurgie esthétique. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux comme par exemple sur Facebook, sur le live vidéo avec le hashtag FQEP, mais aussi sur notre répondeur non surtaxé 07 839 839 75 qui est ouvert 24 heures sur 24. Et afin de co-animer cette émission, je suis toujours accompagné de l'envoûtante Mylène, journaliste de votre émission Faut qu'on en parle pour Sun Media Productions. Bonsoir Mylène. Bonsoir Luc, bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Le rapport avec le physique est devenu primordial au XXIe siècle. Dès le plus jeune âge, la mode et la beauté deviennent une priorité. L'arrivée des réseaux sociaux expose de plus en plus les jeunes. Entre jugement, moquerie et harcèlement, comment naissent les complexes de cette génération 2.0 ? Qu'est-ce que la beauté ? Comment devenir beau ? Quels sont les critères en 2021 ? Tendons-nous à devenir tous des clones à force d'idéaliser et de s'inspirer des influenceurs ? Peut-on encore être différent ? Aujourd'hui, que porter pour être stylé ? Que conseillent les blogueurs mode ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Ces dernières années, les instituts esthétiques ont explosé. De nouvelles pratiques venues de pays étrangers sont de plus en plus exercées en France. Lifting colombien, blanchiment dentaire. Qui sont les clients qui raffolent de ces techniques ? Le studio Victoria Meo sera avec nous. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons pour cette émission Denis Arbès, vous êtes psychologue à Bandol. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, psychologue depuis plusieurs années sur Bandol, Sanary. On a aussi Flavien Barbier qui est blogueur sur J'ai jamais sans ma cravate qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Flavien. Bonsoir. On a Nicolas Stuer aussi qui est blogueur lifestyle sur les thèmes tels que la mode, aussi le sport et la séduction. Tiens, à jamais sans ma cravate.fr. Bonsoir. On a Laurie Calais qui est gérante du studio Victoria Meo, institut de beauté à Sifour-les-Plages. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et nous avons le docteur Pierre Nguyen, spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice et esthétique à Toulon et ancien chef de clinique des hôpitaux de Marseille. Bonsoir à tous, je suis très heureux de représenter mes confrères chirurgiens plasticiens ce soir avec vous. Faut qu'on en parle, les chiffres. Et on commence tout de suite les chiffres. Est-ce que Luc, tu peux nous donner quelques chiffres sur la mode en France ? Oui, les entreprises de la mode en général génèrent en temps normal un chiffre d'affaires de 150 milliards d'euros, dont 33 millions en produits exportés. Ce chiffre d'affaires, qui représente 2,7% du PIB français, est associé à près d'1 million d'emplois. Et oui, frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, le marché de la mode encaisse en 2020 un net recul des ventes en France et à l'international. Pourtant, la mode demeure tout de même le premier marché sur Internet en termes de nombre d'acheteurs. En 2020, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, 51% des produits et services achetés sur le web font partie du secteur de l'habillement. Et si on faisait un focus sur le e-commerce ? Oui, alors dans le top 5, on y trouve en numéro 1 Vipi, anciennement vente privée. On a aussi Showroom privé, Zalando, Asos et La Redoute, voilà, pour citer plusieurs marques dans le top 5. Les jeunes sont les premiers consommateurs d'articles de mode. Ceux qui sont nés d'ailleurs entre 1984 et 1996, ils y consacrent 19,5% de leur budget total à ce poste de dépense. En comparaison, les seniors dépensent seulement 10% dans la mode. Focus maintenant sur le secteur de l'esthétique. On peut noter que ce secteur représente plus de 48 000 entreprises, dont 18 000 en auto-entrepreneurs, 9 000 emplois au moins un salarié. En moyenne, la surface d'un institut de beauté est de 45 mètres carrés. Le chiffre d'affaires de la profession est proche de 2 milliards d'euros, en augmentation chaque année. Entre 2015 et 2019, on note même une croissance de 25,8%. C'est en plein boom ce secteur. C'est énorme, autant dire que les Français sont de plus en plus attachés à se faire beau. Et qui sont les personnes qui se rendent dans ces instituts, Luc ? Ceux qui s'y rendent le plus régulièrement sont des 35-44 ans, juste devant les 25-34 ans. On note que la tranche des 15-24 est celle qui dépense le plus en hygiène beauté. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'intérêt est grandissant pour les jeunes car ils exposent
plus leur image que leurs aînés, clairement. Les achats des 15-24 ans représentent 12% de la part des ventes totales d'hygiène beauté. On peut aussi souligner rapidement que 25% des femmes se rendent régulièrement en institut de beauté, 44% des Français se sont rendus dans un institut dans les 12 derniers mois. Il y a aussi une hausse à noter de la clientèle masculine, et oui, qui a doublé depuis quelques années. Désormais, c'est plus de 12% des hommes qui viennent dans les instituts de beauté. Et le vieillissement de la population aussi joue aussi un rôle en faveur des instituts, puisque 20,5% de la population de plus de 65 ans en 2020, avec un pouvoir d'achat aisé des seniors, est une clientèle à fort potentiel. Parlons de chirurgie esthétique maintenant. Oui, en 2019, 986 praticiens en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique exerçaient en France. 27% sont des femmes, 73% sont des hommes. D'ailleurs, on a un homme ce soir pour représenter la profession. Une grande majorité, 63% exercent en libéral, 11% en tant que salariés et 25% font les deux. D'ici 2030, il devrait être 9% de plus en France. C'est un secteur en plein essor. Le vieillissement de la population et l'image des jeunes font qu'il y a une forte demande dans ce secteur en ce premier quart du 21e siècle. Parmi les interventions les plus courantes, on y retrouve l'augmentation mammaire, bien évidemment en numéro 1, puis vient par exemple après la liposuction. Y a-t-il des différences entre les classes d'âge ? Il est à noter que la chirurgie esthétique explose chez les jeunes Français. Pour la première fois en 2019, le nombre d'interventions sur les 18-34 ans dépasse celui de la tranche des 50-60 ans. La génération Y, adepte des fesses et des seins volumineux, des lèvres plus charnues, d'un nez corrigé, se hisse en deuxième position du classement, juste derrière les 30-50 ans. Les réseaux sociaux sont devenus une forme de vitrine où les gens se mettent en scène dans des stories où les images règnent sans partage, ce qui contraigne les jeunes à pousser la porte des chirurgiens plasticiens. Je vais y arriver. C'est aujourd'hui un vrai phénomène de société et nous allons en débattre avec notre psychologue ainsi que notre chirurgien esthétique présent en plateau avec nous. La réaction des auditeurs, maintenant on a eu beaucoup de réactions sur notre répondeur comme Simon. Comme Simon de Bordeaux par exemple qui nous dit « Aujourd'hui cela me fait peur quand je vois les jeunes qui se regardent en permanence sur les réseaux sociaux. Certains se font insulter et craquent, partent en dépression et dans le pire des cas c'est le suicide. C'est vraiment du grand n'importe quoi juste pour une image de soi. » Nous avons Jean de Tournefeuille. J'ai ma famille qui expose, ma fille qui expose sa vie sur les réseaux, mais c'est une fausse vie. Elle donne l'image d'elle-même qui est fausse. Il faut faire attention avec cela. Et les jeunes d'aujourd'hui ne vivent plus dans la réalité, mais dans leur réalité virtuelle. Faut qu'on en parle, première partie. Et on commence tout de suite notre débat apparence beauté, c'est le thème de l'émission de ce soir, mais qu'est-ce que réellement la beauté ? On va faire un petit tour de table. Est-ce que chacun, par exemple, personnellement, se trouve beau ? On commence par toi, Luc ? Ah ouais, alors celle-là, tu me l'avais... J'avais pas prévu. Ouais, je suis au top. Je suis magnifique, sublime, voilà. On passe à nos invités. Je pense qu'on se trouve jamais beau. Non, on n'est jamais content de ce qu'on a. Non. Et toi, Mylène, tiens, parce que tu te trouves belle, ouais. Eh ben, faut voir les réseaux sociaux. Non, je rigole. Non, moi, je m'aime pas, mais c'est comme ça, on fait avec. En général, c'est le cas. Faisons le tour. Notre psy, tiens, allez. Ouais, ça m'intéresse que tu te trouves pas belle. Il faut revenir m'en parler. Il y a aussi la beauté intérieure qui est aussi importante que l'extérieur, évidemment. Ça rattrape. Et donc, à part ça, Daniel, tu te trouves beau ? Non, moi, c'est pas Daniel, c'est Denis. Denis. C'est le direct. Et à part ça, est-ce que je me trouve beau ? Je pense que les femmes m'ont trouvé beau. Maintenant, je suis un peu âgé pour... voilà. Laurie ? Moi, personnellement, oui, je commence à m'aimer et à m'accepter moi-même pour ce que je suis, même si voilà, j'ai eu recours à certains petits changements qui ont fait que maintenant, je me sens belle. Très bien, donc tu te trouves belle. Vas-y, on interroge nos autres invités. Nicolas, peut-être, déjà ? Je dirais aussi en vieillissant, ça va de mieux en mieux, un petit peu comme tu disais. On s'accepte plus facilement. Après, dans le regard de ma femme aussi, au quotidien, et ça aide à s'accepter. Elle te dit que tu es beau ? Elle me le dit de temps en temps, voilà. Effectivement. J'ai de la chance. Pierre ? Moi, ma femme me trouve beau et ma fille me trouve beau. Je pense que c'est la chose principale. Mylène, si par exemple tu trouves que tu as des cernes, n'hésite pas à venir au cabinet. Tu es invité. Elle va pas me voir avant. Je crois que tu as un plan, là, Mylène, effectivement. Là, je suis invitée par tout le monde. On a Flavien aussi au téléphone. Flavien, tiens, question avant d'ouvrir complètement le débat. Est-ce que tu te trouves beau ? Oui, c'est vrai qu'on a toujours la période difficile du lycée, mais après, je pense qu'on s'améliore. Et au fur et à mesure, on arrive à s'accepter et puis voir ses défauts finalement. Bon, j'ai hâte de vieillir alors avec tout ça. Ouais, non, quand même pas.
Bon, bah très bien pour ce petit tour de table pour commencer l'émission. Alors justement, nous recevons Denis Arbès, donc vous êtes psychologue, enfin tu es psychologue, on va se tutoyer sur cette émission, je pense que ça sera plus convivial par rapport à cette thématique. Donc tu es psychologue dans le sud de la France, à Bandol. La beauté, concrètement, c'est personnel, ou c'est le regard des autres qui nous permet de la qualifier. Comment travaille-t-on mentalement sur le fait de se trouver beau ou moche? C'est une bonne question ça, hein. La beauté est quand même un facteur qui est d'ordre social. Ce n'est pas qu'un rapport physique. C'est-à-dire que c'est la société qui vous trouve beau. Vous pouvez vous trouver en Afrique et avoir des grandes oreilles, un grand nez, et on vous trouve merveilleusement beau. Donc c'est vraiment un lien social et c'est avant tout ça. C'est vraiment le regard des autres. C'est vraiment le regard des autres qui fait que, en fin de compte, ça vous renforce quand vous êtes dans ce créneau, quand vous ressemblez aux autres, ça vous renforce, ça vous rend plus fort et vous appartenez à un groupe. Et quand vous appartenez à un groupe, d'office, vous vous sentez plus fort. Et comment on perçoit le regard des autres avec l'arrivée des réseaux sociaux, On idéalise un corps, un visage aujourd'hui. Pourquoi ce phénomène touche beaucoup de personnes à l'heure actuelle? C'est une bonne question. Voilà la bonne question du moment. En fin de compte, je pense que les jeunes actuellement, les jeunes en général, ils sont dans une temporalité qui voit d'abord le présent. C'est-à-dire que leur vie, c'est maintenant tout de suite. C'est maintenant tout de suite que je veux ressembler aux autres. C'est maintenant tout de suite que je veux m'intégrer. C'est maintenant tout de suite que je veux être le plus beau pour être accepté, pour être reconnu. Les jeunes d'aujourd'hui sont pas patients, ça veut dire, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Pas de chance. Non, ça veut dire que c'est un moyen actuellement pour aller plus vite dans une reconnaissance d'un autre vis-à-vis d'un autre, c'est-à-dire de rentrer plus vite dans un groupe, d'entrer socialement plus vite, on va dire, dans un groupe. Ça rassure. Ça existait bien avant les réseaux sociaux, alors ce problème-là. Ce problème-là, en fin de compte, les réseaux sociaux ne font que accentuer, accélérer quelque chose qui a toujours existé. Hein. C'est un phénomène qui s'amplifie, clairement, les réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux, en fin de compte, ce que ça amplifie, c'est surtout, en fin de compte, cette dépendance. Voilà, les réseaux sociaux, il y a une dépendance que avant les générations précédentes n'avaient pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on était en groupe, on allait, on allait au bal, on n'était pas dépendant du bal. Voilà, tandis que là maintenant, on est dans un réseau social, on doit envoyer des comment on appelle ça? Des selfies. Ah ouais, ça, je dois être un peu trop vieux, moi, zut. Une image rapide, voilà, instantanée, un selfie. Bon, quelque chose de positif, et c'est ce côté positif qui vous renforce, qui vous sent plus fort et qui vous sent vous intégrer à ce groupe. Et ce groupe, c'est la société. Cette société, ça vous fait, ça vous fait plaisir de l'intégrer, ça vous rend plus fort. Mais justement, puisqu'on parle des stories, tiens, on va faire un petit sondage rapide encore autour de cette table. Qui les utilise ici? On va voir en termes de génération. On voit Laurie qui sourit. On peut laisser la parole à Laurie déjà? Oui, bah alors du coup, moi que ça soit du côté personnel comme du côté professionnel, on utilise beaucoup les stories, donc que ça soit pour relayer en fait. Par exemple, nous pour nos posts, pour tout ce qu'on va faire en fait, pour pouvoir montrer en fait notre résultat et notre travail. Au niveau personnel, on les utilise justement en fait pour montrer notre vie, ce qu'on va faire, nos soirées avec nos amis, passer en fait des bons moments ensemble, et en fait on va tout partager sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que maintenant c'est devenu quand même quelque chose d'assez assez fréquent et assez régulier. C'est courant aujourd'hui de partager sa vie sur les réseaux sociaux. Nico, tu utilises? Non, très peu en fait, qu'elle soit sur notre vie perso, sur ma vie perso, non, je l'utilise pas. Pour le blog, on va le faire, mais en promotion d'articles qu'on a pu rédiger, mais pas dans le partage de notre vie. C'est pas l'objet. Moi, le côté influenceur, effectivement, on en a parlé. Je trouve que ça fausse beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens, quand on voit des influenceurs, on croit qu'ils partagent leur vie. Derrière, en fait, on a des professionnels. C'est devenu un métier aujourd'hui. Ils entretiennent une image. Ils sont tous beaux, ils sont tous musclés. Si je parle d'hommes, c'est quand même des gens. Effectivement, ils tournent leur vie autour de ça. Ils vont développer toute la journée pour poster la photo de la journée qui va être mise en valeur. Et les gens qui le regardent pensent que c'est leur vie quotidienne.
ce qui n'est pas le cas. Donc ça fausse vraiment le rapport. Non, c'est pas trop orienté. On a des réseaux sociaux, forcément. C'est peut-être obligatoire aujourd'hui quand on veut faire la promotion de quelque chose d'avoir des réseaux sociaux, mais c'est pas l'axe principal qu'on y donne. Et encore une fois, à titre personnel, par contre, j'en ai pour parler avec mes amis proches qui sont pas forcément géographiquement à côté de nous, mais le côté story instantané, quasiment pas. On a Flavien aussi au oui, téléphone. Est-ce tiens. que toi, tu utilises les réseaux sociaux, les filtres et les stories? Alors non, c'est vrai que j'en fais, c'est plutôt pour le sport, pour montrer un petit peu, pour me donner de la motivation aux gens et je pense aussi pour me motiver moi-même. C'est vrai que après je rentre pas dans ma vie privée, il y a jamais de photos de mes enfants ou de ma femme, c'est une démarche personnelle, je pense déjà. Et ensuite voilà, c'est plus pour c'est pas une question de donner l'exemple, je pense que c'est vraiment plus pour montrer ce qu'on fait et essayer. Moi c'est vrai que je m'occupe pas mal du sport sur le blog et du coup ça me permet de me motiver, peut-être de motiver d'autres personnes à me suivre ou à faire les exercices ou voilà. Ouais, ça donne une image positive quoi, du coup, du sport. Du coup, en plateau, on finit le tour de table. Pierre, les stories? Alors les stories au niveau personnel, je n'utilise assez peu les réseaux sociaux. Au niveau professionnel, c'est un peu particulier. Il faut être très vigilant parce que vis-à-vis du Conseil de l'Ordre des médecins, la publicité n'est pas autorisée. Donc c'est toujours un petit peu borderline de la part des praticiens. Donc on peut donner de l'information objective, de l'information qui va plaire aux patientes, mais il faut être très prudent, il faut beaucoup de discernement, comme l'expliquent les autres invités, quand on regarde les images. Premièrement, certains praticiens passent leur vie sur les réseaux sociaux. Parfois, ce ne sont pas eux qui gèrent leur page, ce sont des community managers. Ça, c'est aussi un peu limite. Et après, il faut se poser la question, si un praticien passe sa vie sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il a une activité débordante? Point d'interrogation, je vous laisse en tirer les conclusions. En effet. Après, il faut faire attention également aux résultats avant-après. Donc en ce moment, il y a énormément de ce qui est à la mode, c'est les hashtags Russian Lips. Russian Lips, on traduit lèvres russes. C'est à la mode, donc on injecte les lèvres avec de l'acide hyaluronique. Il faut savoir qu'il y a énormément de praticiens qui font ça légalement. Ce sont les chirurgiens plasticiens, les dermatologues et les médecins esthétiques qui le réalisent. Il y a de plus en plus de personnes qui le font illégalement et en plus qui montrent des résultats qui sont faux. Donc, encore une fois, beaucoup de vigilance sur ce que vous pouvez regarder, et notamment pour les plus jeunes. Et je pense que les influenceurs ont leur grosse part de responsabilité à ce sujet. Les jeunes et moins jeunes vous regardent, donc attention à ce que vous voulez montrer. Et oui, nous sommes aujourd'hui poussés à être dans une société d'image, de paraître, de mise en scène de soi-même. On cherche quotidiennement à donner une fausse image de soi pour montrer aux autres que nous sommes mieux qu'eux, se sentir mieux en faussant notre image. Est-ce que c'est réellement ce qu'on cherche ? Oui, pourquoi sans cesse essayer de faire croire que nous sommes quelqu'un d'autre? Est-ce le regard des autres qui nous pousse? On a eu déjà une petite réponse tout à l'heure de Denis qui nous pousse à faire cela, ou c'est un problème de confiance en soi? Alors personnellement, je ne pense pas que les termes que vous avez employés soient vraiment les plus adaptés. En fin de compte, ils ne faussent pas leur personnalité. Ils se construisent. C'est souvent lié à des adolescents qui sont en construction. Donc, eux, ils prennent tous les outils nécessaires comme il y a 50 ans derrière, on prenait du rouge à lèvres, ou les femmes faisaient d'autres méthodes, ou les hommes pour pouvoir s'améliorer. Ils ne prennent que des outils pour améliorer dans l'instant présent et des outils technologiques. Donc, je pense... Des filtres, il y a des filtres sur les photos, comme ça transforme la tête des gens. Oui, mais aussi, eux-mêmes sont conscients de ces filtres-là. C'est pas quelque chose qui les étonne, c'est pas quelque chose qui va les surprendre. On va pas tarder à en parler en détail, mais Laurie a pas l'air d'accord. Ouais, Laurie. Alors moi, je suis pas d'accord dans le sens où ils en sont pas conscients. À l'heure actuelle, moi, je vois des gens de mon âge, même des gens de plus jeunes que moi, qui ont qu'une envie, c'est ressembler à ces filtres-là. On va y venir dans pas longtemps. C'est vraiment, et ils en sont pas conscients, et parce qu'en fait, ces filtres-là, ils les embellissent dans le sens où ils vont creuser les joues, ils vont rapetissir le nez, ils vont grossir les yeux, et en fait, ils vont faire quelque chose, un visage pour lequel duquel ils ont envie d'avoir, en fait. Ils ont vraiment envie d'avoir ce visage-là, et ils sont prêts à tout pour ressembler à ça. Ça va grossir les lèvres, ils vont se dire il me faut des injections. Ça va rapetissir le nez, ils vont se dire il faut que je me fasse refaire le nez. Et en fait, c'est là où ils en sont pas conscients parce que justement, on donne les réseaux sociaux à des jeunes qui sont très 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 jeunes. Moi, je vois des personnes de 11, 12, 13 ans qui ont les réseaux sociaux et qui du coup, à cause de ces filtres-là, se créent des complexes qu'ils auraient peut-être pas forcément eu.
Oui, c'est un phénomène qu'on appelle le Snapchat dysmorphia. Beaucoup de praticiens alertent sur cela. Pierre, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi, je suis heureux d'avoir assez peu de demandes à ce sujet. Moi, si je vois une jeune femme qui vient, qui me dit « S'il vous plaît, j'aimerais avoir le Tiger Eyes », je lui dis « Bon, écoutez, je ne sais pas de quoi il s'agit. Enfin, je sais de quoi il s'agit, mais je ne vais pas commencer à lui mettre des fils sur les bords des cils, les tirer de façon exorbitante pour qu'elle ressemble à la moindre publication que l'on peut voir en regardant le fil de l'actualité sur Instagram, par exemple. » Il est certain qu'on a beaucoup de demandes. Alors, c'est pas seulement par rapport au filtre Snapchat, c'est également par rapport à l'angle de vue de la caméra d'un selfie. C'est-à-dire que si il y a une espèce d'effet que certains qualifient de l'effet museau. Si vous prenez une photo et vous êtes au centre de ce selfie, vous avez le nez qui a tendance à être un peu proéminent par rapport aux angles. Donc ça, bien évidemment, moi, j'ai certains patients qui sont venus me voir et qui m'ont dit, voilà, je n'aime pas ce selfie quand je mets ma tête un petit peu à droite vers le bas et j'ai le front qui est bombé. Non, mais là, c'est tout simplement un problème d'angle de vue. Ouais. Donc, je le dis, prenez la photo de plus loin et zoomez. Et ne faites pas un selfie. Donc là, vous n'avez même pas besoin de mes services. À bientôt. Il y a des lois en France qui réglementent ça ? Ou c'est vous, personnellement, qui vous mettez des limites, en fait ? Non, je pense qu'il est très important. Si vous voulez, les lois réglementent la chose suivante, c'est qu'on a une demande, on doit bien expliquer aux patients de faire des choses de façon raisonnable. Alors des fois, évidemment, on a des patients qui demandent des choses un peu plus particulières, mais il y a un délai de réflexion entre la réalisation d'un acte et la consultation qui est de minimum de 15 jours en France. Et c'est important que ça va permettre un petit peu aux patients de réfléchir sur la consultation en général avec des documents officiels, des sociétés savantes de chaque spécialité. Une patiente qui vient me voir pour du Botox, par exemple, elle repart avec un document, je lui ai expliqué, je l'ai illustré avec des photos, je lui ai dit qu'est-ce que c'est, ça correspond à quoi. Voilà, encore une fois, en tant que patient, vous allez consulter pour la première fois un praticien, vous devez lui demander des photos de patients qu'il a injectés, vous devez lui demander le maximum d'informations et le praticien doit indiquer quel type de résultat on peut obtenir. Comme ça, le praticien répondra à la demande et le patient sera heureux. Certaines demandes ne sont pas réalisables. On peut aussi se poser la question des influenceurs, on l'a dit, les célébrités, beaucoup de personnes jeunes souvent cherchent à leur ressembler. Comment et quand on est parent, comment on peut faire comprendre à ses enfants que chacun est unique et qu'il va se construire sa propre personnalité ? Denis ? Oui, je pense qu'en fin de compte, ça se joue dans l'éducation. Ça ne se joue pas à un moment clé de l'adolescence. Ça se joue bien en amont. C'est-à-dire que, en fin de compte, dans votre éducation, dans l'éducation que vous apportez à vos enfants, c'est aussi leur dire que justement la beauté physique, c'est un moment dans la vie. Ça ne fait pas toute votre vie. C'est-à-dire que vous allez à un certain moment de votre vie avoir un beau physique, mais avec le temps, les choses changent. Et il faut accepter le changement. Déjà, ça, c'est un discours que vous pouvez avoir avec vos enfants très jeunes, qui fait que dédramatise ce côté, en fin de compte, de la beauté et du regard de l'autre. Voilà. On a une réaction de Marie sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP qui vient notamment de Facebook qui nous dit « Ma fille a 18 ans et rêve de ressembler à Kim Kardashian. J'essaye de la dissuader de passer sur le billard, mais rien n'y fait. Est-ce qu'il y a des lois, des règles en France qui interdisent ces opérations-là à un si jeune âge ?» Donc on a vu la règle des 15 jours, mais à 18 ans, c'est trop tard, il n'y a pas de règle majeure vaccinée. Alors, la chirurgie esthétique n'est pas réalisée chez les patients mineurs, bien évidemment, heureusement. Après, moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui est immature, même s'il a 19 ans ou 20 ans, je tiens à le voir déjà avec sa famille, bien souvent, donc lors de la deuxième consultation, et je n'hésite pas à essayer de désamorcer certaines demandes. Voilà. Ça, c'est un choix personnel. Est-ce que vos confrères font la même chose ? Beaucoup, la majorité des confrères font la même chose. Après, ça reste bon vouloir technique de chacun. Hein. Certains praticiens peuvent proposer des pratiques plus inhabituelles. Effectivement, puisqu'on parle d'image, tiens, on a vu lors de la préparation de l'émission une question à poser pour Nicolas et Flavien. Est-ce vrai, par exemple, que derrière la photo d'un gars en costard avec une grosse voiture, des fois, se cache quelqu'un qui est en fait perdu, qui a plus de personnalité, qui souhaite peut-être se donner une image de quelqu'un qu'il n'est pas, juste pour pouvoir bien gérer le regard des autres ? Nico, peut-être ? Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est pour gérer le regard des autres ? Je sais pas dire, mais
il est vrai que on disait cette différence entre ce qui est montré sur les réseaux sociaux et la réalité. Il y a quelques années de ça, je crois que c'est il y a 3 ans, beaucoup d'influenceurs, même certains connus, avaient révélé l'envers du décor. Ils avaient sorti ça avait fait le buzz. Je trouve que c'était très intéressant et on pouvait voir derrière des photos parfaites, derrière des mises en scène, ce qui se passait réellement. Pour avoir croisé pas mal d'influenceurs dans un milieu même différent de la mode, l'automobile, on était sur des gens qui étaient sur du test véhicule et que je voyais très exigeants, très hautains des fois, et en creusant effectivement derrière ça, derrière les discussions qu'ils avaient entre eux, ce qui se cachait réellement, on avait souvent quelqu'un qui vivait encore chez ses parents, quelqu'un qui était en train de dire non mais cette voiture ça vaut rien, moi la dernière fois j'ai testé la R8, c'était génial, sa propre voiture était bien plus modeste. Donc il y a ce vrai écart entre ce qui est joué, ce qui est montré, entre ce que montrent les influenceurs, entre ces destinations où ils peuvent aller. On voit beaucoup maintenant les influenceurs, ceux qui réussissent le mieux, on n'est même plus sur des photos dans leur ville, on a des destinations exotiques de façon très récurrente. C'est pas la vie de ces personnes. C'est pour ça que je dis c'est un métier et il faut bien que les gens en soient conscients. Il y a celui qui le fait à titre personnel, mais on en suit tellement, il y en a beaucoup en font leur métier et montrent quelque chose de totalement irréel. Denis, un avis sur la question? Laurie, tu veux intervenir? On a, pour revenir sur ce que disait Nicolas, on a Dana MRC, c'est une photographe en fait qui travaillait pour les magazines de mode, qui a explosé sur Instagram en ce moment. C'est une personne en fait qui montre la façon de cadrer la photo, la façon de se positionner pour avoir la photo parfaite. Et en fait, elle montre cette façon-là et elle montre le derrière. Et quand elle montre le derrière, elle est pleine de cellulite, elle a des vergetures, c'est une femme normale en fait. Et en fait, au-delà de tous ces cadres paradisiaques qu'on voit de partout, faut pas oublier que c'est des gens normaux. Alors oui, les influenceurs ont exacerbé cette chose-là, mais ça a toujours existé. Quand on voyait les magazines mode, on regardait les filles avec des yeux qui brillent, parce que ça a toujours été comme ça. Alors oui, bien sûr, les influenceurs, parce que je trouve qu'on tape beaucoup sur les influenceurs, mais maintenant, c'est parce que c'est sur les réseaux sociaux et qu'on le voit beaucoup plus. Mais avant, on voyait des filles parfaites dans les magazines, on voyait des filles sur les articles, on voyait des filles parfaites de partout. Et plein de personnes aussi ont eu envie de s'apparenter à ces gens-là, ou ont eu envie de leur ressembler. On fait de la chirurgie pour leur ressembler. Et en fait, dans tous les cas, la chose est la même. Enfin, le résultat est le même. C'est des photos qui sont prises dans le bon angle, avec la bonne lumière, avec la bonne pose, et qui font que la photo est parfaite. Mais dans la société actuelle, je pense qu'il faudrait que pas mal de jeunes se rendent compte que certaines photos, c'est bien ce qu'on veut leur montrer, et c'est pas exactement ce qui est la vie réelle. Et je suis tout à fait d'accord avec Nicolas là-dessus. Vous, sur le blog, vous travaillez sur ces images-là, l'angle, etc. Ou vous assumez... Non, forcément un petit peu. Tu as l'envie d'avoir une belle photo. Tu as l'envie de ressortir sur une belle photo. Mais on n'est pas dans ce style influenceur. C'est-à-dire que on est loin d'être parfait, on est trois dessus. Le côté influenceur fait ressortir une certaine esthétique, un style très recherché. On aime la photo, mais si vous allez sur le blog, vous verrez que c'est quelque chose de beaucoup plus proche, je dirais, des personnes lambda. Et ce qui est d'ailleurs notre volonté. C'est-à-dire qu'au moment où on l'a créé, c'était pour contrer, pour se mettre un petit peu en opposition même avec ce côté parfait influenceur, de scroll immédiat, c'est-à-dire de se baser que sur des photos, d'aller dans du conseil. Mais notre cible numéro 1, c'était pas des gens forcément très beaux, des gens qui voulaient être des experts de la mode. C'était vraiment les gens qui étaient comme nous. C'est-à-dire, on l'a lancé, moi je travaillais dans une grosse société, j'aimais bien la mode, et mes collègues autour de moi demandaient des fois des conseils, mais des choses très simples, comment assortir sa ceinture avec ses chaussures ou des choses comme ça. Et basé sur ces petits conseils, c'est à ces personnes-là qu'on a voulu s'adresser. C'était pas vraiment cette jeune génération qui cherchait une inspiration de style. Donc oui, on cherche à faire une belle photo, c'est toujours mieux, c'est plus valorisant, c'est plus intéressant, mais d'une façon, je dirais, assez simple. Il n'y a pas de mise en scène, par exemple. Par contre, il peut y avoir un beau fond. On a la chance d'être dans une région qui est assez magnifique. On choisit un beau fond derrière nous. Ok, on se retrouve dans quelques secondes. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr, ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle.
Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Et on recommence notre débat. Nos parents, grands-parents n'ont très peu d'images d'eux-mêmes. Les jeunes et adolescents d'aujourd'hui ont depuis leur naissance été en contact avec le numérique, les photos, les vidéos, puis en sont acteurs sur les réseaux sociaux. Ils sont inondés d'images et d'images d'eux-mêmes, des autres, et ils se comparent sans cesse. Oui, comment on peut gérer ce phénomène? Ça pousse-t-il pas à des extrêmes carrément tout ça? Est-ce qu'on a déjà entendu parler, parce qu'on a déjà clairement entendu parler dans les extrêmes de suicide carrément d'adolescents suite à des moqueries. Comment naissent aujourd'hui les complexes de cette nouvelle génération? Tony, un avis? J'aurais tendance à dire qu'en fin de compte, qu'il faut quand même aussi laisser du temps au temps. C'est-à-dire, c'est une nouvelle technologie. Ça fait qu'une dizaine d'années qu'en fin de compte, que les jeunes se mettent sur Snapchat, ce genre d'application. Évidemment, il y a quand même des perversions, comme toutes les technologies, comme tout, en fin de compte. Et vous avez des gens fragiles, comme partout. Donc, ces gens fragiles vont tomber dedans et ils vont en subir les contre-coups. Voilà. Mais c'est une nouvelle technologie. Je pense qu'elle évolue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même une vision des jeunes qui vont prendre conscience que derrière la caméra, que derrière ces poses, il y a autre chose. Il faut aussi, je pense, alors c'est à titre personnel, qu'il faut laisser le temps au temps. Toi, Laurie, par exemple, ta meilleure amie, c'est une star de télé-réalité. Elle s'appelle Victoria Méo, elle fait Les Marseillais. C'est aussi la gérante de ton institut avec toi. Tu as forcément eu des répercussions de sa célébrité. Comment tu le gères au quotidien ? Alors, c'est vrai que par rapport à nos réseaux sociaux, donc c'est quelque chose sur lesquels on est très actif, que ça soit Victoria ou même sur le compte du studio, on a pas mal de réflexions vis-à-vis de ça, dans le sens où on a le stéréotype de la personne de télé-réalité qui a fait de la chirurgie, qui est toute refaite, qui a tout fait. Et nous, en fait, du coup, on a une sorte... On n'y répond pas parce que, bien sûr, ça peut être un harcèlement. Hein, on va pas se mentir, tout ce qu'elle vit au quotidien, tous les jours. Il y en a qui craquent. Il y a eu des stars de la télé-réalité qui ont vraiment craqué. Je pense que les 3/4 des personnes se rendent pas compte de ce qu'elle vit tous les jours. Elle regarde ses demandes de messages, elle est inondée d'insultes. Et c'est quelque chose de fréquent. Il faut tenir. Donc, psychologiquement. Psychologiquement, il faut tenir, mais il faut aussi se rendre compte que tout ça c'est virtuel. Et c'est ce que je fais que lui répéter en lui disant tout ça c'est virtuel. Ta vie réelle, elle est auprès de nous, elle est auprès des personnes que tu connais, que tu aimes, etc. Ce n'est pas ta vie réelle. Et il faut bien mettre une différence entre les réseaux sociaux et la vie personnelle qui est la vie réelle. Là, c'est pas des critiques de personnes que tu connais, c'est des critiques de personnes que tu ne connais pas, qui ne savent pas qui tu es. Et je pense que s'il faut dire quelque chose à des jeunes à l'heure actuelle, c'est justement, il faut arriver à mettre un écart entre la vie personnelle et les réseaux sociaux, même si c'est très compliqué et où on le sait, quand on vit le harcèlement scolaire à l'école et qui continue à la maison, je peux comprendre que ça soit très difficile à gérer, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment, oui, ça c'est possible que les personnes craquent parce que en fait, c'est quelque chose sur lequel on peut continuer. Là, on parle d'énormes célébrités, mais c'est vrai aussi pour beaucoup de lycéens, de collégiens, etc., qui se retrouvent des fois dans des désarrois pas possibles, parce que bon, ils n'ont pas autant de messages peut-être que Victoria, mais ils en ont quelques-uns, des lynchages, des choses comme ça. Comment on peut gérer ça, Denis ? Pour gérer ça, en fin de compte, il faut quand même en parler. Il faut en parler à ses parents, il ne faut pas hésiter d'en parler à ses amis, il faut que ce sentiment d'agressivité qu'on a envers soi, il faut l'exprimer à quelqu'un. Voilà. En parler, et c'est à plusieurs qu'on arrive à se sortir de ce genre de problématique. C'est pas tout seul. Est-ce qu'on peut être préparé à une célébrité comme ça qui nous arrive du jour au lendemain? Parce que c'est un peu ce qui est arrivé à Victoria notamment. Laurie nous dit non, mais... Ouais. Moi, je pense qu'en fin de compte, c'est surtout un choix de la personne. À un moment donné, elle a voulu devenir célèbre, elle en subit aussi le contre-coup. Il y a des côtés positifs dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi des côtés négatifs. Donc là, après, c'est à titre individuel, je ne la connais pas, donc je ne pourrais pas me prononcer. Oui, Laurie, elle a voulu devenir célèbre. Bien sûr, alors quand elle a décidé de partir faire de la télé-réalité, bien sûr qu'elle était au courant des répercussions que ça allait avoir derrière, bien sûr qu'elle savait que sur les réseaux sociaux sont pratiquement des réseaux sociaux de haine. Vraiment, quoi. Par contre,
de l'acharnement, franchement, je pense que de se rendre compte d'avoir des messages injurieux, etc., on s'en rend Oui, mais compte. c'est parce que les gens, ils adorent son image. Ça doit être ça. Alors, elle renvoie une image et les gens s'identifient, aimeraient bien lui ressembler, peut-être. Alors, C'est peut-être ça. oui, il y a des personnes. Par contre, la chose dont on parle pas souvent, c'est que les réseaux sociaux, certes, ça peut avoir de très grosses conséquences, ça peut être très mauvais, mais par contre, ça peut être très positif. Ça peut aider des gens, par exemple. Là, on parle que oui, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir le harcèlement qui continue. Mais justement, maintenant, les plateformes de réseaux sociaux ont lancé quand même des choses pour lutter contre ça. Ils ont lancé des pages Instagram qui justement luttent contre le harcèlement scolaire. Sur Facebook maintenant, on en arrive à avoir quand même des personnes qui aident les personnes en situation de harcèlement. Chose qu'on n'avait peut-être pas forcément à l'époque où moi, par exemple, j'étais au collège. J'ai été au collège, c'était le début des réseaux sociaux et c'était uniquement de la haine. Hein. Il y avait absolument aucun soutien, c'était que de la haine. Et donc maintenant, les réseaux sociaux font aussi en sorte d'apporter du soutien là où il peut y avoir aussi de la haine. Il y a du bon comme du mauvais un peu de partout. Est-ce que vous avez des idées positives pour bien se situer par rapport aux autres, par rapport à son image? Quel comportement on doit avoir sur les réseaux sociaux de positif? Pierre, par exemple. Je pense qu'il faut être soi-même. Ça, c'est super important. Mais le problème, c'est que l'ensemble du flux d'actualité, hein, comme ça, d'une page Instagram, on voit que on ne cesse de le répéter, on voit que des choses belles, on voit que des choses au cordeau, et c'est vrai qu'il faut pas hésiter. Ça a toujours été vrai, même avant, dans les magazines, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux. Voilà, dans le siècle dernier, on va dire, maintenant, clairement, oui, il y avait des magazines. Les gens regardaient les magazines, c'était toujours tout beau. L'information est instantanée, démultipliée à l'infini. Oui, tout à fait. Donc là, c'est compliqué. Après, je pense que, encore une fois, il faut essayer d'être soi-même et toujours avoir un œil critique, beaucoup de discernement quand on regarde les réseaux sociaux. Et j'explique, moi, aux jeunes femmes qui me montrent des photos en me disant j'aimerais avoir tel ou tel nez. Déjà, je leur explique que parfois, le nez me semble retouché sur les images. Si c'est pas par des filtres, c'est par le maquillage, c'est par l'exposition. Donc, je pense que le rôle du chirurgien plasticien, c'est de dire, voilà, ça c'est accessible, ça ne l'est pas. Ça, c'est un phénomène de mode. Donc, oubliez, par exemple, de vous faire enlever ce qu'on appelle les boules de Bichard. À un moment, c'était à la mode. On avait des centaines de demandes sur les réseaux sociaux. J'aimerais me faire retirer la graisse des joues. Sauf que ce problème, c'est que pour avoir des joues creuses et des pommettes hautes, les patientes qui font ça à l'âge de 30 ans, c'est très bien. Mais elles vieillissent assez mal. Je vous laisse regarder une image de Demi Moore à l'âge qui approche la soixantaine, hein, qui était une très très belle femme. Ça vieillit pas très bien de retirer les boules de Bichat, donc attention. Ok. Et oui. Il y a beaucoup d'enfants, notamment en parlant de la vie privée, qui montrent énormément de choses sur les réseaux sociaux dans l'optique de percer, comme ils disent. En étant parent, comment on peut gérer l'envie de son enfant? Qu'est-ce qu'il peut montrer? Qu'est-ce qu'il ne peut pas montrer? Elle est où la limite de la vie privée, Denis? Bon, je ne connais pas la limite de la vie privée. Hein. Je connais après l'éducation que peut donner des enfants. En fin de compte, il faut reconnaître que l'exemple des parents est primordial pour avoir une vision, une intelligence de ces réseaux sociaux. Il n'y a pas de secret. Ça va partir avant tout du regard des parents qui vont instruire leurs enfants en leur disant « mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, regarde ça. Tu vas pouvoir y aller, oui, tu vas pouvoir faire des Snapchat si tu veux, mais… » Oui, mais pour montrer quoi? Voilà, il faut quand même contrôler. Tu peux montrer, tu peux t'intégrer, tu peux avoir des Snapchat. Difficile à dire. Des Snapchat. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est en fin de compte, ça fait partie de la vie de l'adolescence, ça fait partie de la vie de l'enfant. Si on le prive de tout ça, à un moment donné, voilà, il va être à l'écart. C'est quelque chose de logique. C'est pas quelque chose de négatif. C'est négatif à partir du moment où ça tombe dans l'excès. C'est négatif à partir du moment où des jeunes qui ont déjà des difficultés d'ordre affectif, certainement liées à une éducation, à une enfance, et qui ça tombe sur eux, oui, à partir de là, ça change tout. Mais c'est comme c'est comme l'alcool, c'est comme beaucoup de choses, c'est comme beaucoup de, ça joue sur les fragilités des personnes, et quand les personnes sont fragiles, eh ben, on tombe vite dans l'excès. Eh bien, on va faire une courte pause et on va se retrouver pour notre seconde partie. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP.
On se retrouve en plateau dans Faut qu'on en parle, votre émission www.fautquonenparle.fr sur vos radios. Nous revenons donc avec vous pour parler mode. Les vêtements nous rendent-ils plus beaux? C'est tout de suite que nous allons voir cela avec notre blogueur mode de la soirée. Mais avant de commencer, vous nous avez laissé énormément de réactions sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et en voici quelques-unes. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Vanessa de Mandelieu. Moi, la mode, je peux plus m'en passer. Je suis totalement accro. J'adore porter de belles fringues pour être la plus belle aux yeux des autres. Arnaud de Paris qui nous dit franchement la mode c'est pour les bobos, j'en ai toujours rien eu à faire. Pour moi les vêtements c'est juste pour être habillé et basta. Pour devenir beau, ou en tout cas améliorer son image, beaucoup de monde s'oriente vers la mode. Ça c'est simple, facile, les vêtements, efficaces évidemment. Nous recevons donc ce soir, nous l'avons dit, Flavien et Nicolas, fondateurs du blog JamaisSansMaCravate.fr. Pouvez-vous donc déjà nous expliquer en quoi consiste le concept de Jamais sans ma cravate? On va laisser la parole à Flavien, tiens. Flavien? Merci. Oui. Oui, donc en fait on a créé le blog avec Nico au début, il y a presque une dizaine d'années maintenant. C'était plus orienté sur la mode. Nico avait déjà un blog Live with Style qui était vraiment très orienté mode. Et ensuite on a décidé un petit peu d'élargir notre public pour partir plutôt sur la mode, le lifestyle, les voyages. J'aime bien voyager, donc voilà, c'est l'occasion de partager un peu mes expériences. Le sport, l'alimentation, le business, voilà, tout ce qui touche un petit peu, tous les sujets en fait qui nous intéressaient. Et du coup, voilà, on a commencé doucement à créer ce blog, à publier pas mal d'articles. Et ensuite, du coup, on a réussi à élargir un petit peu notre domaine et de lier des partenariats avec certaines marques qu'on souhaite mettre en avant, même si c'est pas que, on fait pas que ça, hein, on n'est pas une agence de presse. Voilà, nous, on publie ce qu'on a envie de faire et on est assez libre de le faire. Vous êtes spécialisé dans la mode, le style de vie des hommes, je dirais pour une fois ça change. On parle très souvent de femmes dans la mode avec le rapport qu'on a à la mode. Vous allez donc pouvoir nous expliquer ce qui est être stylé aujourd'hui pour un homme. Flavien, Nico. Je peux prendre la parole. C'est assez difficile de parler d'effet de mode en fait quand on est des hommes. C'est quelque chose qui évolue très peu, qui je pense évolue beaucoup plus doucement que la mode féminine. On avait fait un exercice sur le site. On élisait chaque mois une Miss et donc on avait un panel de jolies filles, je dirais, avec qui on était en contact. Il y a un grand moment, on avait fait un sondage et on avait demandé à ce panel de filles, donc sur une année, à 12 filles, de nous dire comment elles voulaient qu'un homme s'habille, qu'est-ce qui leur plaisait pour séduire, comment un homme devait s'habiller. On a fait le même exercice, je crois, 5 ans après. Les réponses étaient exactement les mêmes. En fait, c'est pour dire qu'il y a très très peu d'évolution. Et sur un panel de 12 filles, comme je vous disais, il y a peut-être 60-70% des réponses qui sont identiques. En fait, si vous voulez, je vous donne la réponse, parce qu'elle va plaire peut-être à beaucoup de personnes. Mais le style, une chemise, un blazer, un jean, reste la tenue, je dirais classique, mais ultra efficace chez un homme. Peu importe le temps, quoi. Aujourd'hui, il y a 5 ans, voilà, c'est pareil. C'est ça. Nous, on l'a vu très peu évoluer dans le temps. Il évolue un petit peu. Maintenant, les pantalons, je dirais, sont un petit peu plus courts. On le voit, la cheville apparente. On peut partir dans l'originalité. La basket revient à la mode, une basket colorée, un petit peu fun, avec une tenue habillée. Ça évolue, mais tout doucement. Et en fait, dans cette partie style, nous, ce qu'on évoque beaucoup, même sur le site, quand on parle avec des personnes, c'est il y a des basiques. C'est-à-dire quelqu'un qui va se lancer dans la mode, ça va vraiment être une notion de basique à respecter, quelques habits à avoir. Le jean, la chemise blanche et autres. Et après, une fois qu'il se sent à l'aise, qui se sent à l'aise dans le regard des autres, dans sa façon de s'habiller, il va aller chercher un petit peu plus d'originalité et peut-être là commencer à regarder des influenceurs ou des choses comme ça pour vraiment prendre de l'information. Mais au début, il y a une petite constitution et comme je vous disais, on parle de mode, mais l'effet de mode est quand même beaucoup plus rare dans ce milieu-là. Par contre, il y a eu 2 avis d'auditeurs au début très différents. Je pense que chez l'homme, la notion à la mode n'est pas du tout la même aujourd'hui dans le nombre de personnes qui s'y intéressent que ça pouvait être il y a 10 ans, mais que ça pouvait être il y a 20 ans. Si vous regardez, il y a 20 ans, on parlait effectivement quasiment, je pense, que de femmes sur la mode. Il y a 10 ans, on commence à s'y intéresser. Aujourd'hui,
moi j'ai même presque le sentiment des fois que l'homme est passé devant la femme sur ce domaine-là. La dernière fois où on est sorti sur une soirée où je voyais des hommes faire peut-être même plus attention à leur image que les femmes qu'il y avait dans l'assemblée, là où les hommes étaient très bien habillés, tentaient vraiment de se mettre en valeur, même leur physique en valeur. On avait des femmes plus décontractées à ce moment-là, plus en basket, alors que les hommes avaient sorti des chaussures. Alors qu'encore une fois, il y a 10 ans, on était dans le côté inverse. Si on allait en boîte de nuit, il y a 10-15 ans, les femmes étaient en talons et en robe, et les hommes étaient un petit peu plus décontractés. Et j'ai vu cette tendance s'inverser. C'est mieux pour les femmes alors aujourd'hui. Elles trouvent des hommes plus séduisants peut-être. C'est mieux pour les femmes, et moi je me suis dit que j'étais à la bonne époque quand même d'être jeune il y a 15-20 ans pour sortir, parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est beaucoup plus challenging, hein. Quand même les hommes faisant très attention à leur image, il y a énormément de concurrence. Tu veux dire qu'à l'époque tu pouvais plus facilement te démarquer par rapport aux autres. Exactement. Ne pas être un clone des autres. C'est exactement ça, ouais. Laurie, toi qui es la seule fille de ce plateau ce soir, tu dirais quoi? C'est quoi être stylé au féminin? Faut-il porter des marques par exemple pour être beau? Belle? Alors oui, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on laisserait transparaître. Après, pour moi, non, il n'y a pas besoin de porter des marques pour être beau. On a juste besoin de connaître sa morphologie et de s'habiller en fonction de sa morphologie. Pour les femmes, je pense que chaque femme a son style à proprement parler. Donc bien sûr, il y a des styles qui se rapprochent les uns des autres, mais on a beaucoup de... Maintenant, on est une génération où en fait on a beaucoup de femmes qui arrivent un petit peu à rentrer dans tous les styles, même si bien sûr on va pas se mentir, les plus grands magasins comme Zara, etc. sont des magasins dans lesquels pratiquement 80% des femmes s'habillent et donc les femmes ont pratiquement toutes les mêmes pièces. Bien sûr, elles ne les accordent pas pareil, mais on arrive à avoir quand même des styles qui, bon, on va pas se mentir, la mode est un éternel recommencement. Les pantalons en velours reviennent à la mode. Tout ce qui va être les marinières ont été à la mode il y a 10 ans, maintenant ça ne l'est plus. Vraiment, c'est un éternel recommencement et on arrive par exemple, il y a 5 ans, le jean slim, c'était un intemporel. Maintenant, il est démodé. On est sur un jean mom bien plus large, etc. Donc on est bien sûr en fonction de tout ce qui va être les grands créateurs qui vont envoyer quand même les premières lignes. Et ensuite on a toutes les autres marques qui suivent, qui sont bien plus abordables pour tout le monde, qui elles aussi vont envoyer en fait une certaine image que pas mal d'influenceurs aussi ressortent. Et du coup les filles s'habillent beaucoup en fonction des influenceurs et de leur façon d'accorder leurs vêtements. Alors, est-ce qu'il faut être riche ou pas pour pouvoir bien s'habiller? Pas forcément. De belles pièces peuvent être très jolies, mais on n'est pas obligé d'être habillé avec 5 000 euros d'affaires sur nous pour être stylé, et surtout à cette époque-là. Nicolas? Non, je confirme aussi. On paye plus généralement la marque que la qualité. Il y a les marques qui sont les plus chères. Ne propose pas forcément la meilleure qualité, il propose une image de marque. On arrive à trouver des très très bons rapports qualité-prix. Flavien, un avis aussi sur la question? Oui, c'est clair qu'il faut... Tout ne se joue pas sur le portefeuille. Hein. Je pense qu'il faut aussi chercher. Il y a des gens qui sont passionnés, qui vont dans les friperies, qui vont trouver des pièces vraiment pas chères. Je pense qu'il y a toute occasion et il y a plein de possibilités pour se constituer une garde-robe sympa et s'amuser avec les vêtements. Et les marques, sincèrement, nous sur les blogs hommes, vous verrez que même sur Jamais sans ma cravate ou d'autres blogs assez connus, finalement les marques hommes, on a très peu de marques très visibles, on est plutôt sur des basiques assez simples, et justement le but c'est plutôt de se démarquer pas en ayant un gros logo pour promouvoir des grandes marques, etc. Voilà, exactement. Le but, c'est plutôt de trouver des petites marques ou le mec du coin qui va fabriquer, qui va vous retoucher un vêtement. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on a une dynamique un petit peu différente. Ou alors, c'est peut-être une question de génération aussi. Mais c'est vrai qu'avec Nico, on est plus en train de chercher plutôt des marques locales, des gens qui fabriquent. Il y a aussi la dimension écologique et il y a eu pas mal de débats là-dessus. Donc voilà, on essaye en tout cas de mettre tout ça en avant sur notre site. Parfait, tout ça. Nouvelle collection, changement d'habitude, le retour d'anciens looks. On l'a dit, la mode est un perpétuel recommencement. Y a-t-il vraiment des effets de mode? Ou alors ça tourne simplement en boucle? Nico? Non, ça tourne en boucle. Pour moi, on revoit toujours les mêmes choses venir. Effectivement. Les trucs qui reviennent, qui étaient là il y a 20 ans, qui vont revenir, mais de manière différente. Oui, clairement. Laurie nous montre son pub à la caméra. Ouais, effectivement. Non, mais c'est exactement ça.
Il y a vraiment un cercle. Alors le pantalon pas de def, il tente de revenir, il revient pas à la même force que ce qu'il a pu être à une certaine époque. Ça va pas revenir de la même forme, quoi. Exactement. Ah, Laurie pas l'air très d'accord quand même. Peut-être. Chez la femme, franchement, là, l'hiver dernier, mais ça a été un carnage. Ça a été un inconditionnel. Là, les femmes en pas de def, on en a eu mais des milliers. Effectivement, je parlais pour les hommes sur ça. Pour les hommes, oui. Qui reste une mode plus simple, mais oui, je te confirme, pour moi, c'est un recommencement. Ouais. Est-ce que vous avez une tenue passe-partout à nous conseiller pour un homme, facile à trouver, à mettre, une tenue avec laquelle on ne peut pas faire d'erreur en fait, ni trop décontracté, ni trop habillé? Est-ce qu'il y a des différences entre les régions? Est-ce que Paris s'habille pareil que chez nous dans le sud de la France? Est-ce qu'on peut s'habiller partout pareil? Alors, ça fait plusieurs questions, je vais tenter d'y répondre. Déjà, la première, oui, on a fait l'exercice, on s'est posé cette question, j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais clairement, le jean, je pense, c'est un inconditionnel. Bon, on est 4 hommes ici, il y a 3 jeans. Donc, c'est la pièce qu'on va mettre 80% du temps. La chemise, quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas s'il doit être trop habillé, pas assez habillé, etc., quand on se pose cette question, comme je disais, le jean blazer, la chemise sous un pull, c'est aussi quelque chose qui passe très bien, qui fait ni trop sérieux, ni trop décontracté. Là où c'était le plus difficile de se poser la question, c'est le choix des chaussures, en fait, où on a pas mal galéré, je dirais, à trouver quelle était la chaussure idéale. La basket peut faire trop décontracté dans certains cas, et la chaussure habillée, si je prends l'exemple, une Richelieu, une double boucle, on est sur des choses qui sont très très habillées, ça peut faire très mode, mais dans certains cas c'est un peu difficile. Et finalement, ce qui est ressorti pour nous comme la chaussure idéale, c'était la petite bottine, la Shuka Boots, qui était même en daim, pas forcément en cuir, et c'est une chaussure qui passe dans 90% des situations en fait. Donc voilà, pour moi cet ensemble, c'est une bottine, un jean, une chemise, par-dessus ou un pull ou un blazer, et je pense qu'on peut affronter énormément de situations dans cette tenue. Pour ta deuxième question, du coup, est-ce qu'on s'habille pareil? Non, clairement. Et l'exemple flagrant va être, est-ce qu'on s'habille pareil dans une région? C'est par région ou c'est vraiment le cliché Paris-Province? Je resterai sur le cliché Paris-Province. Ouais, c'est vraiment Paris, c'est un style différent. Alors quand on dit Paris, c'est Paris et l'Île-de-France, on nous écoute d'ailleurs là-bas. On s'habille pas du tout pareil à Paris intramuros ou banlieue ou... Paris intramuros. Il y a une apparence, c'est un endroit où on va sortir énormément, peut-être plus qu'on va le faire chez nous. En ce moment, compliqué. En ce moment, c'est effectivement en temps normal. En temps normal, on sort beaucoup. Paris, il y a un effort de bien s'habiller. Paris concentre tous les événements, Paris concentre tous les spectacles. Il y a une occasion d'aller au spectacle. À Paris, on va plus facilement à l'opéra. On va croiser des gens qui s'habillent bien, comme on va le retrouver. Je prends l'exemple de Milan, où j'étais impressionné en croisant les hommes. Alors c'est vrai que Milan est une référence dans la mode masculine, mais effectivement, on voit de très beaux lieux, les brasseries sont magnifiques, et on voit des hommes qui s'habillent très bien, comme il serait peut-être plus difficile pour nous de faire pour aller dans une ambiance. On est dans une ambiance plage, on est dans le sud de la France. Ici, oui, effectivement, on nous écoute un petit peu partout en France. Tu as raison, mais c'est vrai, je vais prendre du coup le sud de la France, excuse-moi, dans une ambiance plus décontractée malgré tout, où on va pas s'habiller pareil. Mais je pense vraiment que Paris a sa mode spécifique. Et j'enchaîne sur le fait que notre volonté de faire ce blog en étant basé dans le sud de la France, c'est que tous les gros blogs, si tu cherches en Google un blog masculin, tu prends le top 10. C'est une tendance parisienne. Ils sont à Paris, mais c'est qu'ils sont basés à Paris. Donc en fait, ils se basent sur une mode. Alors c'est une grosse facilité d'être basé à Paris. Ils ont tous les boutiques. Mais au final, la mode peut-être que eux ils montrent n'est pas du tout celle de la majorité des Français. Exactement. Il y a une influence de leur ville qui est assez marquée et qu'on voit d'ailleurs dans les articles et dans les propositions. Ouais. On a une question de Véronique qui nous dit: tout à l'heure, vous avez parlé des tenues passe-partout pour hommes et pour les femmes. Est-ce que Laurie, tu peux lui répondre? Pour moi, à l'heure actuelle, une tenue passe-partout pour une femme, c'est un jean mom taille haute, une petite paire de sneakers ou de bottines et un petit pull avec une petite chemise. Pour moi, c'est un passe-partout indémodable qui est d'ailleurs revenu à la mode, qui était avant très très coté et qui avait totalement perdu de l'apparence. Et maintenant, le jean mom avec le petit pull basique ou le petit gilet en laine, c'est vraiment quelque chose qui est indétrônable à l'heure actuelle. Très bien, voilà.
classique de tenue homme-femme facile à vous conseiller pendant cette émission. Ces dernières années, quand même, on constate que les nouvelles générations qui travaillent portent de moins en moins le costard, clairement. Voilà. Est-il devenu has-been ? Par quoi est-il remplacé aujourd'hui, Nico ? Pour moi, on remplace le costard aujourd'hui par un jean ou un chino qu'on va porter en bas et une veste du coup dépareillée. C'est la tenue. Si je vais prendre l'exemple de société où on s'habille quand même assez bien. Je vais prendre un exemple d'un directeur de la société qui lui va avoir 2000, 3000 personnes, donc quelqu'un d'important, va rester sur la tenue costard, mais a déjà enlevé la cravate. C'est-à-dire que déjà à ce niveau-là, on voit que dans du top management, je dirais, on a déjà enlevé la cravate. Donc si on va plus loin et qu'on descend, comme je dis, de plus en plus, il va rester un effort vestimentaire, mais le costume disparaît très vite. Et avant, si on se tout le monde costard-cravate, clairement. Tout le monde. C'est resté dans le domaine bancaire. En fait, le costard-cravate, il y a un seul milieu aujourd'hui réellement qui le prône et qui l'impose, c'est le bancaire. D'accord. Très bien. On se retrouve dans quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En coulisses, vous nous avez dit tout à l'heure que vous allez lancer une marque de e-shop prochainement. Vous pouvez nous en dire plus ? Quel est le concept ? Est-ce que Nico ou Flavien, peut-être qu'on n'a pas beaucoup entendu, peut nous répondre ? Flavien ? Oui, excuse-moi, j'ai pas entendu, tu peux... Le e-shop que tu vas lancer prochainement, est-ce que tu peux en dire plus ? Donc sur jamaissansmacravate.fr, très précisément. Oui, bien sûr, merci d'en parler. En fait, on souhaite, comme on le disait tout à l'heure, aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire promouvoir certaines marques avec qui on a lié des relations et qu'on souhaite mettre en avant. Et du coup, on va commencer à distribuer en fait une sélection d'articles, que ce soit des montres ou des sacs 48 heures ou des cahiers écologiques. On essaye quand même de se recentrer sur... alors c'est pas par effet de mode, c'est vrai que c'est pas sur du made in France, c'est plutôt des produits qualitatifs. On recentre du coup notre ligne éditoriale sur des produits de qualité qui vont durer dans le temps et aussi avoir cette notion de plaisir et d'acheter une belle pièce et se dire qu'on va pouvoir la garder assez longtemps et pas la fast fashion qui dure que 6 mois et finalement on jette et puis on se dégoûte assez facilement des produits. Donc on est encore en train de sélectionner notre catalogue. On travaille avec des fournisseurs qui sont en France pour pouvoir finalement promouvoir nos produits. Et voilà, c'est notre activité. Comme l'a dit Nico, on travaille tous les deux. On a d'autres activités principales, mais voilà, c'est dans le but aussi de rendre un service et de se faire plaisir nous aussi en mettant en avant certains produits. Donc ça sera sur le site internet jamaissansmacravate.fr. Tout à fait. Parfait. Nous voyons partout des images de mannequins qui donnent envie. On se dit, j'ai envie de lui ressembler. Comme ça, les autres me trouveront classe. Est-ce que c'est possible d'avoir la taille mannequin ? Peut-on avoir cette morphologie pour un type de français moyen ? Nico ? Alors, qu'est-ce que tu entends par taille mannequin ? C'est-à-dire taille mannequin. Mylène, qu'est-ce que tu entends par taille mannequin ? Quelqu'un de très mince qu'on voit dans les magazines, cliché, qui fait quoi. les défilés. Enfin oui, c'est vraiment très très cliché, taille mannequin. Alors, je pense qu'on a tous essayé. Moi, je vais revenir du coup sur une génération d'avant, parce qu'on a parlé d'Instagram depuis le début. Moi, je vais parler du coup des magazines, malgré tout, qui était la première influence qu'on pouvait avoir. Il y a des magazines connus comme GQ, etc. Je pense que comme beaucoup, j'ai essayé de partir d'un style qui me plaisait beaucoup, de le refaire, rarement avec succès. Je pense que effectivement le copier-coller d'un style qu'on peut voir est quand même très compliqué. Ça passe par des expérimentations. On peut prendre des idées, mais non, je ne suis pas favorable. Surtout que quand on part sur ce type de produit, dès que ça va passer par des magazines ou des copiers, on est sur des ensembles de marques. Je veux dire pas forcément abordables. Les magazines aujourd'hui, on parlait de sponsors d'Instagram, des blogs. Pour paraître dans un magazine de mode, très peu de marques peuvent se permettre de le faire. Donc, ce qui est promu là-dedans, on est sur des produits qu'on n'arrivera pas à copier. On peut faire de l'imitation et l'imitation, ça fait souvent un échec au résultat.
Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas une vision différente un peu? C'est-à-dire, est-ce que, en fin de compte, le corps de la femme, on le voit pas un peu plus pulpeux, un peu plus moins serré, plus avec des grosses fesses, des gros seins? Est-ce que ça change pas actuellement? Est-ce que Alors, si tu veux mon avis, si, j'en suis persuadé. Il y a une vraie évolution. Je ne saurais pas mettre d'année précise, mais à un moment, la femme était extrêmement mince, très très mince, et ça a posé je pense même quelques soucis de santé, des femmes qui ont voulu recopier ce type de physique. Justement, c'était la question qui allait arriver. Voilà. Est-ce que mentalement, c'est pas dangereux de vouloir ressembler à ces personnes-là? Mentalement et physiquement, au final, hein. Denis. Ouais. c'est une question piège? Non, pas spécialement. C'est une question, ouais, effectivement. Est-ce que Ça ne peut pas poser de problème. Ouais. En fin de compte, c'est comme beaucoup de choses, c'est l'excès de la minceur qui va être dangereux. C'est pas la minceur en elle-même. Ouais, l'anorexie, etc. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'ai besoin que mon image soit aussi fine, pourquoi j'ai besoin d'être autant regardé. Qu'est-ce que ça cache? Quelles sont les raisons? Voilà. Donc c'est souvent dans la réalité des raisons liées à l'enfance. Donc, par exemple, aujourd'hui, peut-être que je vais poser la question à Pierre. Est-ce que les liposuctions permettent-ils d'avoir un corps de rêve? Aujourd'hui, peut-être plus, finalement. Alors, une chose très importante, c'est que j'explique aux patients déjà qu'une liposuction ne fait pas maigrir. Ah. Ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est un peu le cliché. Donc, On je te dit, leur tiens, je dis vais aux faire patients, liposucer, je vais maigrir, je c'est perds un ma graisse. travail qui se fait en équipe, vous et moi. Donc, Est-ce que vous pouvez juste préciser à Frédéric qui nous demande sur les réseaux sociaux ce que c'est une liposuction? Alors, une liposuction ou bien lipoaspiration, c'est le terme qui est plutôt consacré au niveau technique, c'est introduire un instrument fin à travers un petit orifice et venir aspirer de la graisse sous-cutanée dans certaines régions localisées. À savoir par exemple les flancs, la région infraombilicale, c'est-à-dire au niveau du ventre, au niveau de la culotte de cheval, qu'on appelle la région trochantérienne, au niveau de la face interne des cuisses, des genoux. Donc on peut réaliser des liposuctions. Bon, c'est un acte qui existe depuis les années 80 maintenant, en fin des années 70, et qui a très très largement évolué, donc qui ne permet pas de faire maigrir, mais qui permet de retirer des surcharges graisseuses localisées. Donc quand j'ai une jeune patiente qui vient à la consultation et qui me dit voilà, je souhaiterais ressembler à ça, en me montrant une photo d'un modèle quelconque, je lui explique qu'on ne peut y arriver que si elle a déjà une base qui permet de sculpter. On sculpte en fait, dans la liposuction, on sculpte. On enlève de la graisse dans certaines régions et dans d'autres régions, on peut en réinjecter. C'est ça qui est intéressant aussi. On peut réinjecter de la graisse au niveau de la fesse, au niveau des seins. On peut maintenant, avec les nouvelles techniques, on peut même sculpter, faire semblant de l'apparence d'avoir des abdominaux. Donc c'est les nouvelles techniques de liposculpture en fait. Donc la lipoaspiration, ça permet pas de maigrir, ça permet de sculpter. Après, on parlait tout à l'heure des différents morphotypes. Il faut savoir que y a vraiment des modèles en fonction des régions du globe, des ethnies. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui vont être latins, plutôt latins, c'est-à-dire des modèles avec des poitrines généreuses, des fesses importantes. Il va y avoir des modèles russes qui, elles, sont toujours très minces et très grandes. Elles ont des jambes de 1m50. Donc là, ça contredit ce que vous disiez tout à l'heure. Maintenant, peut-être qu'en France, dans les modèles et sur les podiums, on a moins de filles filiformes, mais quand vous regardez les modèles russes, au niveau de leur morphologie, elles sont très grandes, elles n'ont pas beaucoup de poitrine. Après, il y a les modèles du Moyen-Orient, donc à savoir les belles femmes de Émirats, toute cette région-là, les belles femmes iraniennes qui aussi sont très populaires. Et après, il y a les femmes asiatiques également, avec en Asie une forte influence des belles femmes coréennes qui en fait sont typées asiatiques, mais ont des traits fins qui tirent vers les traits européens. Voilà. Et la fatalité, on parle avec Denis, c'est que les patients veulent toujours quelque chose qu'ils n'ont pas. Bon, ça, c'est dans la vie en général. Hein. Ça veut dire qu'une patiente qui a peu de poitrine souhaiterait en avoir plus, une patiente qui en a trop souhaiterait en avoir moins, une patiente qui a c'est toujours comme ça en fait. On est attiré par ce que l'on n'a pas et c'est à nous, enfin, en tant que professionnels de santé, de conseiller, de trouver le juste milieu. On a Flavien qui voudrait nous dire des choses sur les mannequins. Flavien ? Oui, en fait, c'est vrai qu'on ne pose jamais la question pourquoi est-ce que tous les mannequins sont très filiformes, même si on l'a entendu maintenant,
on commence à avoir des personnes un peu plus pulpeuses, c'est qu'en fait, les marques de vêtements ne souhaitent pas mettre en avant les mannequins. Ils souhaitent mettre en avant les vêtements. Et du coup, si vous avez des personnes qui sont trop en forme ou qui ont sur des femmes qui ont des poitrines généreuses ou sur des hommes qui sont très musclés, etc., finalement, ça met pas en avant les vêtements. Donc c'est pour ça en fait que naturellement, toutes les marques prennent des gens très très fins. Nous, ça nous est déjà arrivé avec Nico d'avoir des marques qui nous proposaient des vêtements en taille S. Bon, clairement, bon, voilà, on voit Nico, on rentre Oui, pas dans la taille S, non, je pense pas. Je voudrais dire, pardon, Oui. je peux vous interpeller là. Mais bien est-ce sûr. qu'en fin de compte, c'est pas la beauté de la femme qui fait aussi le vêtement? Est-ce qu'en fin de compte, les femmes, en fin de compte, qui sont très belles, ne portent pas les vêtements et les autres jeunes femmes, on va dire, sont attirées par ça et veulent porter les mêmes vêtements? Là, c'est un peu contradictoire. Oui, moi aussi, je pense que les vêtements devraient être faits par rapport à la femme. Ils ne devraient pas être faits par rapport à un vêtement. Ils devraient être faits pour aller à une femme et pour embellir une femme. Une femme ne doit pas être là pour embellir un vêtement. C'est le vêtement qui doit embellir la femme. C'est pas... Flavien, ouais. Oui, exactement. Puis un autre exemple, par exemple, si vous faites attention dans les magasins, à combien de personnes c'est arrivé d'essayer une chemise ou n'importe quel autre article, vous le voyez sur le mannequin, il est super bien, il fit exactement comme c'est parfait quand je vais le mettre. Vous rentrez en cabine d'essayage et vous ressemblez à un parachute. Déjà, si vous regardez juste derrière le mannequin, souvent, il pique tout simplement derrière au niveau de la taille pour que le vêtement soit beaucoup plus cintré. Donc même, alors, je dirais que c'est un peu le début des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les magasins de vêtements, si vous regardez bien, trichent aussi sur les mannequins, parce que les mannequins ne correspondent même pas non plus à des formes d'humains, même s'ils sont censés représenter des hommes ou des femmes. Et en plus, sur les mannequins, ils resserrent en plus les vêtements. Donc en fait, c'est normal que quand vous essayez un vêtement, vous n'avez jamais le résultat escompté, quoi. C'est peut-être parce que du coup, il y en a qui se disent, je l'essaye pas au magasin. Surtout en ce moment, on peut pas essayer. Ils l'achètent, ben voilà, la vente est faite. Puis voilà, ils ont fait leur vente. Exactement, mais bon, voilà, c'est aussi de la triche. Voilà. Alors, sur les réseaux sociaux, on va tricher sur l'angle de vue, sur les filtres, etc. Les magasins, ils trichent en utilisant des mannequins qui ne ressemblent pas à une morphologie normale et en mettant des épingles ou en essayant de tricher sur la présentation des vêtements. Denis, on a une question pour vous. Est-ce qu'on peut encore être différent, se démarquer? Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas vouloir ressembler aux autres? C'est un choix personnel. En fin de compte, c'est une question de personnalité. Il est bien, les deux sont bien. Il n'y a pas à chercher à se. Vous pouvez vous différencier si vous en avez besoin et si ça vous apporte un équilibre, ou vous pouvez aller dans le collectif, dans la société, ressembler à tout le monde, tant que vous sentez bien, tant que vous avez des rapports humains, tant que ça vous apporte de l'amour et tant que vous donnez de l'amour aux autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est pas dangereux pour un collégien, par exemple, de vouloir ne pas ressembler aux autres? Parce qu'au collège, on se moque énormément des gens. Quelqu'un qui va vouloir avoir les cheveux rouges ou je sais pas, vouloir se démarquer pour quelconque raison, est-ce qu'il va pas attiser de la haine envers lui? Si ce jeune homme, cette jeune femme décide de faire ce choix, en fin de compte, c'est un choix qu'il va faire et qu'elle va faire, et elle va en subir peut-être les conséquences, mais c'est aussi, quand vous faites ce genre de choix, c'est aussi le fait d'être regardé, le fait d'être attaqué, c'est aussi le fait d'être reconnu. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est fait exprès. C'est clairement la personne qui a fait ça. À un moment donné, si je fais ça, Laurie a pas l'air d'accord. Est-ce qu'à 12 ans, on pense comme ça? Pas 12 d'accord ans, du tout. en se faisant les cheveux rouges, est-ce qu'on pense que c'est vouloir attirer le regard pour être... Alors, voilà, moi je parle de l'adolescence, je vais pas parler d'un jeune homme de 12 ans qui se teint les cheveux. Non, pour moi, en fait, une personne qui va par exemple assumer un choix vestimentaire, on l'a tous vu dans les collèges, dans les lycées, il y a toujours le groupe de punk, le groupe de skateurs, les gens comme ça, et il y a souvent une personne qui change du lot, qui sort du lot et qui n'appartient à aucun groupe. Et justement, en fait, cette personne, elle se sent différente, alors que, justement, en fait, elle essaye juste d'assumer ses choix, et je pense qu'elle peut attiser la haine sans en avoir conscience et sans se dire que c'est son choix et que si elle attise la haine, c'est les conséquences de son choix. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans une société où on essaye quand même d'accepter la différence de tout le monde, et que ce genre de choses devrait plus arriver, en fait. Justement, on devrait ouvrir les esprits des gens, et que ce genre de choses, de l'acceptation de la différence, ça devrait être quelque chose de... Et je comprends ce que tu dis, mais le problème, c'est qu'on vit pas dans un monde de bisounours. C'est que dans la réalité, le contexte du collège, le contexte du lycée ressemble à la vie.
vie. La vie, elle n'est pas faite d'un long chemin tranquille, elle est faite de heurts, de déceptions, de chagrins, de tout ce que tu veux, et surtout à l'adolescence où là, on est en découverte de beaucoup de choses et tout prend énormément d'importance. Oui, mais dire que la personne, quand elle fait son choix, elle a conscience de ce qu'elle va prendre derrière, moi je suis pas d'accord. Si la personne, en fin de compte, qui fait un choix, on va dire d'ordre vestimentaire, si elle en subit les conséquences et qu'elle garde ses vêtements, c'est qu'à un moment donné, personne ne l'oblige. Elle peut, on va dire, elle peut se fondre dans le moule, du coup. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais après, chacun sa façon de penser. C'est justement la personne, justement, c'est sa façon de penser. C'est à un moment donné, elle fait ses choix. Elle fait les choix de garder ses vêtements, d'être regardée. Plutôt qu'elle n'a pas choisi. Elle le fait comme ça. C'est comme être homosexuel au collège. Enfin, moi, à mon époque, être homosexuel au collège, est-ce qu'on le choisit? Bah non, et au final, on prend tarif quand même. Hein. Oui. Non, mais là, c'est un choix, que ça soit un choix vestimentaire, que ça soit une façon de s'habiller, que ça soit vestimentaire ou des convictions personnelles. C'est pas un choix. Ah oui, toi tu voudrais dire qu'en fin de compte, il faudrait pas, en fonction de tes choix, il ne faudrait pas qu'il y ait que tu en subisses les conséquences. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est juste. Ah oui, non mais là on est tous d'accord avec toi. Évidemment qu'il ne faudrait pas que attiser la haine, que ça soit l'indifférence, d'accord, mais la haine peut-être pas à ce point-là, quoi. Oui, mais c'est comme c'est aussi le fait aussi quand tu es dans ce choix, c'est aussi ce choix qui t'emmène à. Sans parler de haine, pour moi, il y a tu l'as dit, c'est le côté groupe. Ce qui m'a marqué, c'est, si je prends l'exemple avec Flavien, on se connaissait à l'âge où c'est encore nos parents qui choisissaient nos habits. Donc, on va dire, on n'avait pas de style vestimentaire. On avait une bande de copains très jeunes. On s'est connus en début collège. Au lycée, on était encore copains. On avait tous le même style vestimentaire. Tu disais le style skater, voilà, c'était notre style. C'est le fruit du hasard que tous ces copains, on a eu exactement le même style? Non, c'était le groupe. Et le côté groupe, et je me rappelle très bien de ça au collège, même plus au lycée, le groupe des skaters, il y avait le groupe des rappeurs, je dirais, qui étaient dans un style, ils étaient plus en jogging, nous on avait les grands baggy. Il y a ce côté groupe. Et c'est vrai que si tu prends un style différent, tu as quand même cette notion de quitter un groupe. Le vestimentaire, à cet âge-là, il définissait, je parlerai peut-être pas au présent, je connais moins. Ça définit toujours. Ça interdit l'originalité, en fait. Ça interdit tout ce qui va être différent, c'est ce qui va pas rentrer dans les cases des personnes lambda. Et pour moi, voilà, ça en dehors, t'as le droit de faire ce que tu veux. Le problème, c'est que ça te sort d'un groupe. Et ça te met dans une personne un petit peu unique. Et je pense qu'on est à des âges où c'est très difficile à vivre. Oui, c'est... Donc, tu prends un style. Je pense que je n'étais pas prédestiné à faire du skate ou à avoir un style skater. Tous mes amis l'ont fait. Qui est le premier qui a lancé ça? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression qu'on l'a tous fait en même temps. Et on s'est retrouvés en groupe. Et on s'est fait des nouveaux copains dans ce groupe. Et il y avait même une scission assez forte. L'autre groupe, presque je connaissais personne. Donc, c'était très, très marqué. Effectivement, autour des habits, et puis il y avait un lien direct, les habits et la musique. Ceux qui avaient le style skater, ils écoutaient du rock et du punk, et ceux qui avaient le style rappeur, je l'ai dit dans le style, en jogging, ils écoutaient du rap. Et c'est vrai que c'était très, très, très segmenté, quoi. Et t'avais une PlayStation, tu jouais à Tony Hawk aussi, non? Exactement. Et certains scores, c'est impressionnant. Et si on partait un petit peu dans le monde du travail, tiens? Oui, vis-à-vis de ses collègues ou de ses clients, est-ce que notre apparence influence sur le comportement des gens? Oui, on peut prendre par exemple le truc cliché, mais carrément stéréotype même. Une fille jeune, en mini-jupe, bien sapée à la mode, qui a un rôle de commercial. Est-ce qu'elle a plus de chances de faire des ventes, par exemple, qu'un homme en costard-cravate? L'image que les deux personnes renvoient n'est pas du tout la même. L'homme peut aussi passer pour quelqu'un de plus sérieux. Et dans ce cas de figure, qu'en pensez-vous? Nico, t'en penses quoi, toi? Ça va dépendre du milieu. Complètement. Ça dépend où? Ouais. Ça va dépendre du milieu. Si on prend, je sais pas moi, un milieu d'automobile, on va prendre celui-ci. Il y a des gens qui refusent de se faire conseiller par une femme. On est encore là-dedans. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a même les couleurs. Quand on voit, si vous regardez, tous les présidents de la République qu'on a eu, regardez la couleur des costumes, la couleur des cravates et la couleur des chemises. Il y a cet impact. Donc, moi, je reste persuadé que la tenue s'adapte à un milieu, le regard, il est différent, même sans aller jusqu'à l'homme ou la femme. Moi, je travaille dans un milieu où des fois, je vais être habillé en bleu de travail et des fois, je vais être habillé en chemise.
je varie d'une tenue à l'autre. Quand je vais m'adresser à la même personne qui me connaît pas bien, ça peut être à la cafette, la personne qui sert, ben, suivant comment je suis habillé, va avoir une réaction, va avoir un comportement différent face à moi. Donc, bien sûr, je confirme, je suis persuadé que la tenue influe vraiment sur le comportement des gens qu'on a en face de nous. Ouais. Moi, pour avoir eu un rôle dans l'immobilier, en conseillère du coup en immobilier, je peux vous le dire, selon comment j'étais habillée, si demain j'avais un pantalon de tailleur avec une veste de tailleur et que j'arrivais juste avec une jupe et des petits talons, ah ben j'avais pas la même personne en face de moi. Après, on est toujours dans une optique où bien sûr la femme jeune a toujours, moi j'étais quand même assez jeune quand j'ai travaillé dans ce milieu, donc bien sûr que mon apparence physique jeune inspirait moins confiance que quelqu'un qui avait 40 ans parce qu'il avait de l'expérience derrière lui, mais bien sûr que l'apparence physique et la tenue vestimentaire elle joue beaucoup sur la façon, la considération des personnes en face de nous. Denis, toi t'en penses quoi? Denis, qu'est-ce qu'il en pense? Voilà une bonne question. Là, et en fin de compte, il se joue le rapport. Alors là, on va parler de vêtements et de rapports humains. Le rapport humain on prend cet exemple entre une jeune femme et un homme. Évidemment, ça va tout changer. Ça va changer les choses parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va se jouer? Ce ne sont pas que les vêtements, mais ce sont aussi le regard, c'est aussi les hormones qui travaillent, c'est aussi beaucoup de choses. Donc, il y a des avantages, comme beaucoup de choses, il y a des côtés positifs et des côtés qui sont moins positifs. On se retrouve dans quelques secondes. On va dire. La mode vestimentaire, et on est de retour en plateau, effectivement, dans Faut qu'on en parle, www.fautquonenparle.fr, vous nous écoutez un petit peu partout. En France, la mode vestimentaire, c'est le plus courant pour être beau, mais existe-t-il aussi des techniques d'entretien courantes, voire même de chirurgie? C'est ce que nous allons voir dans la suite de notre émission. Mais tout d'abord, Luc, on a quelques réactions à vous citer. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Vincent de Rieux-la-Pape à côté de Lyon. J'ai toujours trouvé que c'était du grand n'importe quoi, les gens qui vont se faire des soins dans des instituts de beauté. Pour moi, c'est une pure arnaque. Audrey de Beaulay-Valence qui nous dit: pour moi, les instituts de beauté me permettent d'être belle de manière naturelle, pas besoin d'opération. Je me blanchis les dents comme ça, j'ai un super sourire de manière très simple. J'ai aussi une esthéticienne qui soigne mon visage en sortant de mon institut. Je me trouve toujours transformée, c'est magique. On a Morgane de Versailles en région parisienne. J'ai 23 ans et moi je kiffe la chirurgie esthétique. Cela me permet de corriger les défauts depuis la conception de mes parents. Comme ça, je deviens sublime, parfaite pour séduire les hommes. Justine de Roubaix, la chirurgie esthétique, je ne comprends vraiment pas quel est l'intérêt. Une opération est toujours à risque, alors pourquoi en prendre pour des choses non essentielles, non vitales? C'est une aberration. Faut qu'on en parle, troisième partie. Nous recevons donc Laurie Calais, vous êtes gérante du studio Victoria Méo, institut de beauté à Sifour-les-Plages. Déjà, tout simplement, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier dans cet institut? Alors moi, donc je suis la gérante de l'institut. Ton institut. Ouais, c'est mon institut. Ouais. Je suis la gérante de l'institut, donc moi mon rôle c'est je suis praticienne en lifting colombien et en blanchiment dentaire. J'ai aussi 2 salariés avec qui font la prothésie ongulaire et les extensions de cils. On réalise aussi des soins du visage, du maquillage. Je suis aussi maquilleuse professionnelle, grâce à quoi j'arrive à cacher pas mal de défauts. Le maquillage peut aussi être un petit laisser-passer à la chirurgie. Donc voilà. On trouve beaucoup et plusieurs types d'instituts de beauté, des indépendants comme toi qui représentent plus de 2/3 des entreprises du secteur, puis des enseignes qu'on ne citera pas. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le body positive que tu nous as expliqué avant de venir ici? Alors oui, nous on est donc un institut qui met qui prône le body positive. Donc le body positive, c'est une technique, une façon de penser, donc d'acceptation de soi. Donc oui, nous en fait on travaille vraiment pour embellir la femme, mais justement dans une optique de s'accepter soi-même sans forcément passer par
par de la chirurgie réelle, même si certaines fois on peut en avoir besoin. Moi personnellement, je l'assume totalement. Je suis passée par la case injection et à l'heure actuelle, maintenant, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et j'arrive beaucoup mieux à m'accepter. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, quand Mylène, tu m'as posé la question, je me sens belle parce que bien sûr, je suis passée par cette case-là. Donc non, donc nous, le body positive, c'est vraiment une technique, une façon de penser avec laquelle on travaille pour du coup pousser les femmes à s'accepter elles-mêmes. Traditionnellement, on trouve dans les instituts de beauté des soins du visage, bien sûr, des mains, des pieds. Quel type de prestations on peut trouver, par exemple, dans ton institut ? Alors chez nous, on peut trouver du blanchiment dentaire, on peut trouver du lifting colombien. On le trouve ça un petit peu partout, non ? Pas aujourd'hui ? Alors on peut le trouver dans instituts certains en France, instituts, mais dans la plupart des grandes enseignes, on le trouve pas. Par contre, chez moi, on ne trouvera pas des massages, des épilations. C'est le genre de choses, nous, on les pratique pas parce que justement, chacun, ça part du métier. On laisse ça aux grandes enseignes et nous, on se pratique uniquement sur les nouvelles technologies. Donc, effectivement, tout ce qui est lifting colombien, blanchiment dentaire. Oui. Le fait d'entretenir son visage, sa peau, par exemple. Ah, pardon. Oui, Pierre voulait intervenir sur le blanchiment dentaire, je crois. Je disais justement, donc, j'aimerais que tu m'éclaircisses un petit peu sur blanchiment dentaire. Ouais. Puisque tu dis chaque domaine a sa spécialité, donc on fait pas de massage et tout. Mais bon, blanchiment dentaire, quand même, sont les chirurgiens dentistes qui le réalisent. Et j'aimerais un peu d'explication parce que les chirurgiens dentaires, par exemple, ils vont mettre des gouttières pendant 2 heures, un traitement pendant 2 semaines. Donc, que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que les clients peuvent en attendre. Voilà, c'est toute une autre technique. C'est toute une autre technique. Le chirurgien dentiste ou même le dentiste tout court va pratiquer. En fait, il va faire une gouttière dans laquelle il va donner du produit. La personne va poser le produit pendant 1 mois dans sa gouttière. Nous, la différence, c'est que ça se passe en deux séances. Nous, on a une lampe qui vient activer le produit. Donc qui n'est pas en fait juste la personne, par exemple, quand elle va aller chez un dentiste, elle va rentrer chez elle, elle va avoir sa gouttière et elle va avoir le produit toute la nuit. Donc le produit ne sera pas activé, il va être utilisé sur le long terme. Moi, il va être activé grâce à une lampe à UV claire, une lampe à UV simple. On va faire 2 séances. Il y a une première séance où il y a 2 pauses du produit pendant 20 minutes et une deuxième séance qui se fait entre 7 et 10 jours. C'est une retouche qui est là pour accentuer le résultat parce que justement, pour avoir un résultat sur le long terme, on est obligé d'avoir plusieurs séances. Bon. Les patients sont contentes ? Ouais. J'ai énormément de bons résultats. J'ai d'ailleurs même des personnes qui me disent qu'ils ont pu avoir recours avec certains chirurgiens esthétiques, avec chirurgiens dentaires, et qui ont eu de la sensibilité dentaire derrière et qui ne l'ont pas eu là parce que les produits sont beaucoup moins corrosifs entre guillemets, c'est des produits qui sont beaucoup moins dosés, donc en fait ça peut être plus adapté à certaines personnes qui ont les dents sensibles. D'accord, non, c'est intéressant parce que c'est controversé. C'est controversé, donc je me permets, c'est pas ma spécialité, mais je me permets de poser la problématique au titre de chirurgiens dentistes et qui disent oui, non. Alors oui, on a beaucoup de chirurgiens dentistes qui se sont battus aussi pour qu'on même. Donc maintenant, avant, on avait le droit d'utiliser la même quantité de produits. Donc en fait, la molécule qui va faire blanchir les dents, c'est le peroxyde d'hydrogène, c'est le caramide. Non, c'est peroxyde de carbamide. Voilà, c'est exactement cette molécule. Et en fait, nous, on avait le droit d'utiliser le même pourcentage de peroxyde. Maintenant, on n'a plus le droit. Donc, on utilise des produits qui sont vendus comme cosmétiques, qu'on peut acheter sans problème et sans carte médicale. Et c'est du coup pour ça que nos blanchiments sont moins chers, moins onéreux. Parce qu'à l'époque, on pouvait utiliser le même pourcentage que les chirurgiens dentaires, et en fait ils se sont battus pour qu'on ne puisse plus le faire parce que eux le vendent 400 € et nous on va le vendre à pratiquement un tiers de son prix. Je pratique aussi le lifting colombien. On a eu pas mal de retours d'auditeurs avant notre émission qui se demandent qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors le lifting colombien, donc en fait c'est une technique qui vient de Colombie, comme son nom l'indique. En fait, c'est une technique qui, grâce à des ventouses, permet de grossir les cellules graisseuses qui sont sous-musculaires et sous-cutanées. En fait, par ces techniques-là, on va commencer d'ailleurs par un traitement de la cellulite par aspiration, et ensuite, en fait, on va poser des ventouses pendant 40 minutes avec une aspiration et un relâchement simultané.
qui vont permettre en fait de donner un effet volumineux et sur plusieurs séances, on arrive à avoir un résultat qui est assez durable. Du coup, tu parlais un petit peu de budget par rapport à toutes tes prestations. Est-ce qu'il faut vraiment un gros budget ou il y a aussi des astuces peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens? Alors, au niveau du blanchiment dentaire, bien sûr qu'il y a des astuces pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Vous pouvez penser aux bandes Crest, mais il faut savoir que les bandes Crest sont des bandes qui s'achètent en n'importe quelle grande surface ou n'importe quel grand distributeur. Mais ces bandes-là sont des bandes qui ne déteignent pas les dents, qui juste les colorent en plus blanc. Donc ça va avoir un résultat qui est très peu. Voilà, exactement. Ouais. C'est un résultat qui est très peu durable et qui peut être même selon la qualité et la marque de la bande Crest peuvent être toxiques. Au niveau blanchiment dentaire, c'est entre guillemets, on peut dire que c'est un petit peu onéreux, mais par rapport à un blanchiment chez un dentiste, c'est quand même beaucoup moins onéreux et c'est quand même des prestations, pour tout vous dire, le blanchiment plus la retouche, nous on le facture 150 € et il vous dure entre 6 mois et 1 an. Donc c'est quand même assez abordable, on va dire. Après, au niveau du lifting colombien, oui, ça peut être un réel budget. Il faut pas oublier que en fait, pour qu'un lifting colombien tienne sur le long terme, on préconise 6 séances sur 1 mois et demi. Donc, sachant qu'un forfait 6 séances est facturé à peu près 450 €, ça peut être assez onéreux. Ensuite, on demande 1 séance par mois pour entretenir le résultat. Laurie, tu es aussi maquilleuse, tu nous disais comment tu t'es formée. Est-ce que tu as des sites à conseiller aux jeunes filles qui ne savent pas se maquiller? Alors oui, moi je me suis formée donc chez une maquilleuse professionnelle qui exerce des formations sur Toulon. Si je peux même vous dire son nom, c'est Cérine Kurt, qui est une maquilleuse qui est très réputée ici. Après, oui, vous avez beaucoup de youtubeuses beauté et make-up sur YouTube. Vous pouvez retrouver beaucoup de techniques de maquillage sur YouTube. Sinon, après sur Instagram aussi, vous avez pas mal de tutos maquillage qui tournent et puis pas mal de masterclass aussi. Est-ce que tu as des astuces pour améliorer, structurer le visage grâce au maquillage? Par exemple, comment on affine un nez? Alors le contouring, le contouring, c'est un effet d'ombre qui, grâce au maquillage, en fait, nous permet de pouvoir affiner un nez, le raccourcir. Visuellement? Oui, visuellement, bien sûr. Accentuer des pommettes, on va pouvoir rapetissir un front, on va pouvoir faire pas mal de choses. C'est uniquement un effet d'ombre, on va pas se mentir. On a aussi les tapes. Les tapes, c'est des choses qui sont beaucoup plus utilisées aux États-Unis que chez nous. Mais les tapes, ce sont des petits morceaux en fait de scotch. C'est un peu comme des scotch qu'on accroche en fait entre les tempes et les cheveux et qui font en fait un effet tiré. Donc comme les fils tenseurs qui peuvent être positionnés par des médecins, enfin des chirurgiens esthétiques. Ça, c'est quelque chose qui doit être camouflé avec les cheveux et qui est quand même provisoire dans le sens où vous les mettez et le soir même il faut les enlever. Comment on peut estomper ces cernes par exemple? Alors pour estomper ces cernes, si on a des cernes violettes, on peut travailler avec des correcteurs qui vont être très orangés parce qu'en fait le violet va contraster, enfin le orange va contraster le violet et ensuite on vient poser son anti-cerne. Après sur des poches, nous on pourra pas agir. Le chirurgien esthétique lui pourra, mais nous les poches on va pas pouvoir agir là-dessus. On peut pas changer non plus la morphologie du visage. C'est pas notre métier. Et quels produits il faut acheter pour de meilleurs résultats? Est-ce qu'il y a des marques particulières? Est-ce qu'il y a des produits particulier? Toujours utiliser des produits de qualité. Faire très attention aussi à sa peau. C'est quelque chose de très important. Vous pourrez réaliser le meilleur make-up. Si vous avez une peau qui est desséchée, vous allez voir que le résultat sera pas bon parce que vous allez avoir un effet croûteux, un effet vraiment pas l'effet désiré. Donc faire toujours attention à sa peau et utiliser des produits de qualité, des produits testés et qui sont souvent recommandés. Nous personnellement, on travaille avec du MAC Cosmétique, mais après il y a beaucoup de produits qui sont très bien pour autant. C'est pas mal tout ça. Donc en fait, là, tu nous donnes des solutions pas trop chères avant de passer peut-être. On en parlera. Je sais pas si on parlera prix, peut-être pas, mais avant de passer à des solutions plus hard, je dirais, on rentre dans le dur, on fait vraiment de la chirurgie, c'est ça? Oui. Après, ça m'a pas empêché moi de passer par cette case. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi du coup ça te suffisait plus? Alors c'est pas ça. C'est vraiment c'était un
un besoin personnel dans le sens où en fait j'avais envie de ça depuis un moment et je me suis posé les bonnes questions. J'ai attendu un certain temps avant de le faire. J'ai fait quelque chose que je voulais qu'il soit très naturel et maintenant à l'heure actuelle ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans mon corps et de m'accepter beaucoup plus. Et maintenant, par exemple, avant de faire donc les injections que j'ai fait dans ma bouche, j'aurais voulu me refaire le nez et en fait maintenant, ça m'a permis de plus m'accepter, de plus me sentir belle et je n'ai pas envie de le refaire. Tu l'as fait pour toi comme tu as Je l'ai dit fait ou pour c'est moi. le regard des autres quand Alors, même non, qui te c'est ça, la cliquait question. sur ça. La question en fait c'est que même quand je l'ai fait, mes amis les plus proches, ma famille, mon copain, tout le monde m'a dit mais pourquoi t'as fait ça? Je dis mais je l'ai pas fait pour vous en fait, je l'ai fait pour moi parce que c'est à moi que ça plaisait, parce que c'est moi qui voulais améliorer ceci. On va poser la question à Pierre. Est-ce que, par exemple, les jeunes femmes qui viennent dans ton cabinet, qui prennent rendez-vous avec toi, est-ce que c'est par rapport au regard des autres ou c'est uniquement pour elles? Alors, c'est une des premières questions que je leur pose. Depuis quand vous avez cette demande? Depuis quand? Qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Des fois, j'ai des patientes qui ont 50, 55, qui me disent « Docteur, j'aimerais faire ça ». Et je leur demande depuis combien de temps, et je leur demande aussi si elles sont mariées. Parce que parfois, il y a des changements dans leur vie, et le nouveau conjoint pense que... Et ça, attention. Je leur dis à ce moment-là, non, les choses, il faut les faire pour soi-même, avant tout. C'est très important. Que ce soit Denis, que ce soit tout le monde ici, notre objectif, en fait, c'est de contribuer au bien-être des personnes, en fait, et de les aider à retrouver confiance en elles-mêmes, à divers degrés, au niveau psychologique, au niveau bien-être, au niveau vestimentaire, c'est se regarder au quotidien dans le miroir, juste quand on sort pour aller bosser, par exemple. Moi, à mon niveau, c'est pareil. L'idée, c'est de bien conseiller les gens pour qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils se sentent mieux. Une patiente qui est opérée je vois beaucoup de patientes pour des rhinoplasties énormément, et c'est des patientes qui ne se regardent pas dans le miroir, même quand elles ont de jolis yeux, qui évitent les photos. Certaines me disent « Docteur, je vais me marier dans 4 mois, ça va pas ». Je leur dis « Vous auriez dû venir un petit peu avant quand même, parce que... » Ouais. Il faut quand même un petit peu, même si la convalescence est rapide. Donc, voilà, pour en revenir à ce que vous disiez, il faut faire les choses pour soi. On a une petite question sur le Instagram de Faut qu'on en parle. C'est Laurence qui nous demande comment choisir sa teinte pour le maquillage, Laurie. Alors, c'est la question la plus compliquée. C'est la question sur laquelle on travaille beaucoup en formation. Déjà, à savoir, il faut savoir sur quelle teinte, sur quel type de couleur de peau on est. Donc, si on est sur une teinte chaude ou froide, si on est sur du neutre ou si on est sur du doré. Il faut savoir que la plupart des gens sont sur une teinte dorée. Pour le savoir, c'est très simple. Vous prenez votre bras, vous regardez votre bras. Si les veines paraissent vertes, c'est que vous êtes sur du doré. Si elles paraissent violettes, c'est que vous êtes sur du blanc. Vous êtes sur du neutre. C'est très rare le neutre à l'heure actuelle. Ensuite, il faut aller bien se conseiller en magasin. En fait, il faut aller bien se conseiller en magasin envers les conseillers qui sont là pour ça. Moi, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes de la région du Var, vous pouvez aller chez MAC Cosmétiques à Aix. Ils sont géniaux pour trouver votre teinte. C'est très compliqué dans les magasins à l'heure actuelle de trouver la teinte parfaite et ce genre de conseiller, ça se fait rare et c'est très bien. Donc on a peut-être, faut espérer un peu partout en France, on nous écoute aussi des conseillers au top. Des conseillers au top. Après moi je vous conseille ceux que je connais bien sûr, mais bien sûr les 3/4 des magasins conseillent sur les teintes, à savoir toujours essayer pas sur sa main, toujours essayer sur le visage, parce que la main et le visage, on dit toujours qu'il faut tester sur sa main, mais c'est pas bon. On va souvent être sur une teinte trop foncée par rapport à son visage. Voilà. Ben voilà, j'espère qu'on a éclairé pas mal de monde sur cette partie-là. On va passer à notre dernière partie dans quelques secondes. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Dernière partie. On est de retour en plateau sur Faut qu'on en parle, votre émission de talk show interactif, le hashtag FQEP un petit peu partout sur les réseaux, le www.fautquonenparle.fr. Nous recevons donc aussi dans cette émission Pierre Nguyen. Vous êtes, tu es chirurgien esthétique à Toulon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier déjà ? Alors cette spécialité, elle est très riche en fait, elle est passionnante
parce que c'est à la fois une chirurgie de réparatrice, chirurgie reconstructrice dans laquelle on va soigner les gens qui ont des cancers. Oui, chirurgie esthétique, c'est réducteur en fait. Le terme générique, c'est chirurgie plastique qui regroupe l'ensemble. C'est une chirurgie qui est très vaste, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on parcourt tout le corps, le visage, les membres, le tronc, bien évidemment les seins. Et on a cette richesse de pouvoir... moi, dans ma pratique, je réalise toujours la réparatrice, donc je vois à la fois des petits papis, des petites mamies pour la chirurgie réparatrice, et des fois pour de la chirurgie esthétique, et des jeunes femmes et des moins jeunes pour de la chirurgie esthétique. L'objectif, il est de, comme on le disait, c'est en chirurgie esthétique, hein, puisque c'est un petit peu le thème de ce soir, c'est de contribuer au bien-être, en fait, d'aider les gens à reprendre conscience en eux, mais également des choses plus légères, comme d'avoir l'air moins fatigué, de se sentir plus féminine ou plus masculin aussi, et bien évidemment de prévenir le vieillissement. Il faut parler de chirurgie esthétique, mais bien évidemment de médecine esthétique. La médecine esthétique, en fait, c'est la version mini-invasive, la version, on va dire, qui permet, sont les injections. La médecine esthétique, c'est la toxine botulique, qui est bien connue, qui est faite pour traiter essentiellement le tiers supérieur du visage, hein, les rides du front, les rides du lion, les rides du coin de l'œil, que l'on appelle la patte d'oie, et l'autre grand traitement qui est l'acide hyaluronique. Alors attention, parce que souvent, par abus de langage, on entend dire « Oh là là, cette patiente, elle a du Botox partout ». Le Botox, c'est uniquement pour le tiers supérieur du visage, donc au-dessus des sourcils. Si vous voyez une patiente qui a les pommettes... Du Botox dans le menton, c'est un problème. Ça se fait de façon très, très rare, en fait, dans certains cas particuliers, mais sinon, le Botox, c'est pour l'eau du visage. Si vous voyez qu'il y a une nana qui a les pommettes de Bogdanov et deux saucisses knackées à la place des lèvres, c'est pas du Botox. Hein, parce qu'il y en a qui étaient plus belles avant qu'après. Hein. On voit des clichés sur Internet, ça fait peur. Hein. Donc, c'est où le avant, le après? D'un côté, on a la médecine esthétique, donc qui regroupe à la fois ces traitements d'injection, hein, on appelle les fillers en anglais. Si vous tapez #fillers, vous allez tomber sur des milliers de photos sur les réseaux sociaux intéressantes. Et ensuite, on a en médecine esthétique, on a aussi ces traitements non invasifs qui sont les peelings, par exemple, des peelings qui vont être, dont l'objectif va être d'améliorer le grain de peau, mais des peelings qui seront évidemment bien plus forts que ceux qu'on pourrait avoir en institut, puisque c'est pas un peeling de bien-être, hein, c'est un peeling pour traiter certaines choses bien précises. Après, il y a les lasers, il y a tout ce qui est luminothérapie, hein, en médecine esthétique non invasive. Vous allez avoir aussi la cryolipolyse, qui a été très à la mode depuis à peu près 5-6 ans, qui était initialement réalisée par des médecins uniquement, et après qui s'est démocratisé avec des appareils, on va dire, peut-être moins dangereux à la pratique et surtout malheureusement moins efficaces dans les instituts. Et enfin, on a aussi maintenant des machines de nouvelle génération qui vont être un peu comme de l'électrostimulation, qui ont pour ambition de venir vous sculpter un petit peu les muscles. Bon, ça, je suis un peu plus sceptique, mais c'est peut-être intéressant. Donc d'un côté, on a vraiment la médecine esthétique, de l'autre, on a la chirurgie esthétique. Donc médecine esthétique, vous entendez traitement mini-invasif, et de l'autre, chirurgie esthétique. Et entre les deux, on a aussi ce qu'on appelle la médecine régénérative, qui est en pleine expansion. Oui, on allait y venir, tout à fait. La médecine régénérative, alors c'est une médecine en fait qui a pour objectif de prévenir le vieillissement. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Alors ça, c'est fait de façon quand même assez exclusive par les chirurgiens plasticiens. C'est quand même nouveau, ça, c'est ça? La médecine régénérative? C'est nouveau, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un dérivé d'une technique qui était réalisée depuis de nombreuses années, hein, qu'on appelle l'injection de graisse. Donc l'injection de graisse qui peut être réalisée au niveau du visage. Il faut savoir que dans le vieillissement, on n'a pas que le relâchement cutané. On a aussi la fonte des volumes, des pommettes, qui a un retentissement sur ce qu'on appelle les sillons nasogéniens de part et d'autre de la bouche, sur les plis d'amertume. Donc le vieillissement, c'est aussi une fonte des volumes. Donc depuis de nombreuses années, pour rajeunir un visage, on injecte de la graisse qu'on va prélever ailleurs. D'accord. Ça tend la peau peut-être, c'est ça? Ça retend indirectement en fait certaines régions et qui correspondent en fait à des piliers architecturaux du visage en fait qui le maintiennent. Et on s'est rendu compte en injectant de la graisse en fait que dans ces cellules, il y avait des cellules qu'on appelle les cellules souches qui ont des capacités, si vous voulez, de régénérer pas mal de choses. Donc la thérapie d'avenir, ce seront les thérapies régénératives en parallèle à la médecine esthétique.
Est-ce que justement la chirurgie, la médecine esthétique, tout ça, ça permet de s'épanouir et de se sentir mieux mentalement, Denis? La vie du psy. Oui, je pense qu'en fin de compte, je pense que oui. Je pense que ça aide les gens à mieux se sentir tant que la femme, tant que l'homme, voilà, est heureux. C'est l'excès de toutes ces techniques qui peut être négatif. Mais ce n'est pas d'aller faire de la chirurgie qui est quelque chose de négatif. Non, c'est positif d'être plus beau, d'être plus accepté, de se sentir mieux en se regardant. C'est tellement plus agréable. Mais maintenant, aller plus en avant, aller plus loin, ne pas savoir s'arrêter, là, en fin de compte, on tombe dans le domaine du psychologue. C'est le toujours plus. Et là, on aboutit sur toujours plus qui est dangereux. Et là, on aboutit sur les fameux clichés qu'on voit sur Internet. Là, on aboutit sur les clichés qu'on voit de certaines influenceuses, parce que pas toutes, heureusement, ne sont comme ça. On aboutit sur le cliché de, la personne refaite de A à Z, qui a un visage qui n'est absolument plus le même que 5 ans avant, qui a un corps qui n'est plus du tout pareil. On parlait tout à l'heure de liposuction. Il faut savoir qu'une liposuction, ça s'entretient. C'est-à-dire que, comme il le disait, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez fait une liposuction, si vous reprenez du poids derrière, ça va pas être joli, hein. Enfin, et du coup, c'est des personnes qui sont obligées de repasser encore par la case chirurgie. Et c'est là où ça devient du trop, qui devient vraiment pas joli. Mais après, ça, c'est certains chirurgiens qui aussi acceptent de le faire parce que certaines personnes sont persuadées mentalement que c'est bon pour mentalement pour elles, en fait. Mais là, on arrive carrément dans des dérives. Mais si effectivement, une petite chirurgie pour être bien dans sa peau, la vie du psy ce soir. Tout à fait, c'est ça, voilà. Je veux dire, ça, c'est quelque chose de positif. C'est pas, je pense que c'est un courant. Comme bien se saper, bien se maquiller. Exactement. Nous vivons plus longtemps, c'est aussi normal que quelque part, nous voulons aussi être le plus beau possible, le plus longtemps possible, le plus en forme possible. Et voilà. Alors, j'ai régulièrement des patients qui sont adressés par des psychologues et par des psychiatres. Même pour des patients qui ont des pathologies, on va dire, psychiatriques relativement lourdes, comme des patients qui sont PMD, donc maniaco-dépressifs. Et ces patients, moi, évidemment, je ne les opère pas quand ils sont en phase aiguë, c'est-à-dire soit en phase maniaque ou dépressive, mais par contre, quand ils sont stabilisés, le psychiatre m'indique que un patient dépressif, avoir, par exemple, un lifting chez une dame qui a eu des événements de vie particulièrement durs, mais justement, ça joue sur l'effet narcissique. Mais narcissique, non pas avec une connotation péjorative, mais la patiente se trouve mieux et ça contribue, en fait, à l'avoir en phase up, quoi. Ouais. Voilà, mais donc il faut bien reconnaître que tout ça, elle doit être suivie. C'est vraiment le suivi. Toujours très encadré. Voilà, c'est ça. Voilà, encadré par le médecin et encadré par le psychologue qui va quand même faire ce suivi, parce que l'important quand même là-dedans, c'est la fragilité de toute. Quand vous voulez changer quelque chose, quand vous voulez être différent d'eux. Si l'image qu'on se renvoie est différente, ça peut psychologiquement poser problème aussi. En plus, oui, voilà. Alors si elle est positive, tout va bien, mais c'est vrai que si elle vient se dégrader avec le temps ou quoi que ce soit, ça va accentuer encore plus votre déséquilibre, enfin votre malaise, quoi. En France, par rapport à d'autres pays, on se situe où en termes de chirurgie ? Alors, il y a régulièrement des classements par la International Society of Plastic Surgery, c'est la société internationale. Alors, en premier, les classements récents, je ne les connais pas, mais ces 3 dernières années, c'était les États-Unis toujours en premier, évidemment le Brésil. Après, les pays d'Asie, notamment la Corée, qui réalise énormément d'actes. La France, je pense, se situe peut-être en 6 ou 7e position. Après, oui, quand même. Après l'Italie. Mais le nombre d'actes est très très important. Si on mélange les actes de médecine esthétique et de chirurgie, et après on voit de nouvelles demandes qui apparaissent aussi. Donc évidemment en chirurgie esthétique, c'est toujours la chirurgie des implants mammaires qui reste en numéro tête 1 de l'activité. Après chirurgie du visage énormément, chirurgie des paupières, les rhinoplasties. Alors les rhinoplasties, ça c'est intéressant parce que il y a les techniques chirurgicales bien évidemment. Mais maintenant, il y a ces techniques mini-invasives qui sont pas inintéressantes dans des cas très, très, très sélectionnés et qui permettent de donner l'impression en fait, qu'on a réalisé une chirurgie avec une simple injection. Donc ça, c'est intéressant. Et après, on a les chirurgies des silhouettes. On a de plus en plus de demandes par rapport, encore une fois, aux stars des réseaux sociaux. On a des demandes de lipoaspiration, de réinjection au niveau de la région fessière, donc pour avoir des fesses plus latines.
On déplace la graisse, quoi. Exactement, quelque chose qui est très intéressant. Si Alors, je me trompe pas, c'est l'hypofilling qu'ils appellent ça. Alors, l'hypofilling, c'est un terme générique qui signifie réinjecter de la graisse. C'est l'hypofilling de la région fessière. Voilà. Et je rebondis sur votre lifting colombien. Alors, lifting colombien, pour votre information, en fait, c'est quelque chose qui... les ventouses que les patients mettent que vous placez donc, sur la région fessière, en fait, c'est un traitement qui existe en chirurgie plastique depuis longtemps. Ça s'appelait le système Brava, qui avait été inventé par un chirurgien assez ingénieux américain d'origine libanaise il y a une dizaine d'années. Donc, c'était pas mis sur les fesses, mais c'était mis sur les seins. Oui. Bon. Mais nous, par exemple, on me demande souvent de le pratiquer sur la poitrine. Moi, personnellement, ça marchait pas. Moi, je le pratique pas parce que ça marche pas. Déjà, j'ai jamais essayé, mais c'est surtout que si demain une personne vient à avoir un kyste, ça peut être très dangereux. Ouais, oui, mais il y a aussi des contre-indications, même pour la région fessière. Hein. Oui, bien sûr. Après, on a pas mal de contre-indications, mais au niveau mammaire, une personne qui a un kyste, on vient lui aspirer le kyste. À mon avis, il faut pas le faire parce que ça marche pas. Je veux dire, au niveau des seins, oui, non, c'est sûr. Simplement. Donc voilà. Et après, on a une demande aussi assez nouvelle sur la chirurgie intime. Et la chirurgie intime, c'est donc la chirurgie qu'on appelle entre autres de réduction des petites lèvres chez les patientes qui ont des gènes qui sont à la fois fonctionnels et aussi de plus en plus esthétiques. Voilà. Donc, toutes ces chirurgies-là sont réalisées en pratique courante par la majorité des chirurgiens plasticiens. Certains sont plus spécialisés dans un domaine que dans d'autres. Il y a quelques années, c'était surtout des personnes âgées qui consultaient. Aujourd'hui, cette population, on l'a bien compris, on l'a dit en début d'émission, rajeunit. De plus en plus de jeunes poussent la porte des cabinets de chirurgie esthétique. Est-ce que tu le constates dans ton cabinet ? Alors, proportion. Oui, j'ai des patients vraiment de tout milieu socio-culturel, de tout âge aussi. Aussi, effectivement. Beaucoup d'hommes, comme on disait tout à l'heure, beaucoup d'hommes très, très différents, des jeunes cadres dynamiques, je cite souvent un exemple qui est assez drôle. Hein. J'ai un monsieur qui était vendeur de fruits et légumes, Cours Lafayette, sur Toulon, qui n'avait vraiment pas le profil de venir faire la médecine esthétique et la cinquantaine d'années, le bon provençal, sympathique. Et il me dit, docteur, moi, le problème, c'est que les patients ont l'impression que je suis sévère parce que j'ai une ride du long importante, alors que je suis un amour. D'accord. En fait, il venait pour faire du botox. D'accord, ok. Simplement. Donc voilà, on a des profils très différents. Alors, en effet, on a de plus en plus de jeunes. Et ces jeunes, les demandes principales, c'est l'injection de lèvres à l'acide hyaluronique. Donc, ce sont des injections qui sont réalisées au cabinet. Et j'attire votre attention sur le fait que, attention, depuis quelque temps, beaucoup d'esthéticiennes, alors c'est pas des esthéticiennes, ce sont des personnes qui même le font, qui n'ont aucun bagage, de rien du tout, font des gestes de manière complètement illégale. Et le problème, c'est surtout on récupère des patients très abîmés, avec des problèmes, on peut avoir des problèmes d'infection, des problèmes de nécrose. Donc il y a une espèce de stylo qui est en vente sur Wish, donc à 39 €. Ouais, c'est ça, vous vouliez nous alerter un petit peu sur sur ce qu'on trouve pour les injections dans les lèvres, sans aiguille, sur les plateformes Wish, Joom, tout ça. Non seulement l'acte est réalisé pas beaucoup moins cher que chez un chirurgien plasticien. Il y a carrément des tutos YouTube. Ça tient pas. Ouais. Ça tient pas, ça sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Et c'est mauvais. Ça fait très des mauvais micro-perforations dans la muqueuse, c'est très dangereux. Et pour dire, c'est assez amusant parce que j'ai un ami sympa, je lui dis, écoute, tu veux pas, regardez, là, il y a une Toulonnaise qui fait ça. Et donc, il a été prendre rendez-vous. Il y a carrément des gens qui pratiquent ça. Déjà, il y a des formations qui sont faites dans mes centres de formation. On vend ce type de formation. Alors, la formation qui doit durer à peu près, je pense, 4 minutes. Elle dure une journée, la formation. Une ou 2 journées, la formation. C'est vraiment quelque chose de... Une journée, il n'y a rien à apprendre, comprendre. Oui. Donc, le truc, c'est qu'il faut faire attention. Et je vous disais donc... ces traitements, non seulement ils sont inefficaces, ensuite il faut toujours pareil, la vigilance sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand vous voyez qu'il n'y a pas de nom de praticien et on vous propose des injections, c'est-à-dire quand vous voyez on s'identifie, c'est docteur un tel. Là, les rendez-vous, c'est Hyaluron Pen réalisé. Oui, voilà, parce qu'il faut bien savoir que les personnes, quand elles vont chez ce type de personnes, elles savent très bien que c'est pas des réelles injections. Elles savent très bien que c'est du Hyaluron et que c'est un stylo qui injecte, mais que c'est pas des injections par chirurgien esthétique. Elles sont très bien au courant, les personnes. Elles pensent pas aller chez un chirurgien ou quelqu'un qui va leur faire une injection aux aiguilles. Les personnes, d'ailleurs,
elles se vantent, mais elles font leur promotion en disant ça. Injection sans aiguille, il n'y a pas d'aiguille. Vous allez voir, c'est pas une injection par chirurgien. Donc, en réalité, nous porte, en tant que chirurgien, nous, on veut surtout alerter les patients parce que nous, on se dit pas, oulala, il y a des patients qui vont là-bas. Nous, on est tellement overbooké, si vous voulez, que c'est pas notre problème. C'est surtout qu'on veut qu'il y ait un acte qui soit fait dans des conditions d'asepsie. Asepsie, je traduis donc de propreté minimale, parce qu'il faut savoir que le stylo, il le passe pas à ce qu'on appelle à l'autoclave. Ça veut dire qu'il le passe pas à la stérilisation avant. Il passe une patiente et hop, c'est apéro, il y a le on peine, c'est la fête, on boit une bonne coupe de champagne, on se fait des piques entre copines. Se faire beau ou belle, mais pas n'importe comment. Clairement, c'est là, je pense que le contenu de l'aiguille, ça va être important aussi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, ils achètent les produits, ils importent en Russie. C'est tout un micmac, je vous dis, attention. Et comment on choisit du coup un bon chirurgien? Quels conseils vous avez à donner et comment on s'oriente correctement? Alors, un bon chirurgien, donc des choses basiques, ça veut dire bien s'assurer qu'ils sont inscrits au Conseil de l'ordre des médecins. Des chirurgiens maintenant sont... Alors que ce soit un chirurgien ou bien un dermatologue... Un chirurgien est un docteur. Donc, voilà. Donc que ce soit aussi les différents praticiens qui réalisent la médecine esthétique de façon légale, ce sont les dermatologues, les chirurgiens plasticiens et certains médecins esthétiques. Donc s'assurer qu'ils sont inscrits auprès du Conseil de l'ordre. Ça paraît bête, mais c'est la base. Ensuite, ces diplômes. Bon, ces diplômes de chirurgie plastique. Avant, il y a une vingtaine d'années, il y avait encore d'autres spécialités qui dérivaient de pratiquer la chirurgie plastique. Maintenant, c'est beaucoup plus homogène. Ensuite, le bouche à oreille, bien évidemment. Et je dirais même bien plus que, encore une fois, que les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà été traité? Ça, c'est important. Ensuite, le délai d'attente pour avoir un rendez-vous. Ça, il faut y prêter attention. Ouais. D'accord? Voilà. Plus on attend, enfin, si le chirurgien n'a pas de bande passante tout de suite, on va dire, c'est plutôt bon signe. Si un chirurgien vous reçoit la semaine d'après, sauf si sa secrétaire vous explique qu'il y a une annulation et vous en bénéficiez, voilà. On peut se douter. Oui, ça peut être bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Les délais d'attente environ, c'est de combien? Oui, en moyenne. Alors, enfin, je ne vais pas vous parler en moyenne. Moi, ils sont très longs. Ils sont très longs. Ouais. Très longs. Plusieurs mois. Nous, c'est 7 mois. Mais, mais... C'est partout pareil en France ou pas? Parce que là, alors, 7 mois ici, chez vous, chez toi, Pierre, à Toulon. Mais parce que c'est vrai qu'on a tendance, les médecins dans le sud, il y a moins de temps d'attente pour toutes les spécialités d'ailleurs. Alors, le problème, on est confronté aux patients qui veulent tout de suite. Ouais. Nous, la démographie médicale, on est quand même nombreux dans le Var, mais moins nombreux qu'à Nice ou que chez nos confrères de Nice ou de Marseille. Donc, les délais sont plus longs. Après, on n'a que 2 bras, quoi. Donc, si vous voulez, moi, on privilégie la qualité, donc on va pas se mettre à voir les patients pendant 3 minutes. Donc, les délais pour avoir un rendez-vous, il faut être patient si on veut son praticien. Et, enfin, il faut faire attention au déroulement de la consultation, bien évidemment. Et le feeling avec le praticien, c'est super important. Que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit avec le psychologue, avec le médecin, c'est important. Et après, il y a aussi demander un devis. C'est très important, savoir où vous allez aller. J'ai parfois eu des patientes qui m'ont dit chez vous c'est clair. C'est pas que chez moi c'est clair, c'est que ça devrait être clair tout le temps. C'est pas d'un coup au dernier moment. Ça coûte tant. Ensuite, le délai médico-légal. Si le praticien il vous prend par la main et vous dit hop c'est bon je vous injecte, déjà il n'a pas le droit. Voilà. Sauf si vraiment vous avez été injecté déjà de nombreuses fois par quelqu'un d'autre que l'on connaît. Et après, il y a certains détails qui peuvent paraître plus amusants, mais qui sont quand même à analyser. Si vous voyez que l'assistante, elle a un look de Bogdanov, vous vous dites, c'est bizarre. Peut-être que c'est pas génial, d'accord. Et enfin, je termine encore une fois par les réseaux. Attention, comme je dis toujours, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Il y a des praticiens qui commencent et hop, ils paient une community manager. D'un coup, ils ont 6000 followers, ce qui est beaucoup pour un médecin, je veux dire. Et sauf que sur les 6000 followers, il y a 4500 petits Bangladis qui like vos photos, ce qui est bien connu ailleurs. C'est payé. D'accord. Donc attention. Et par contre, attention aussi même. Voilà, le problème c'est les faux avis, c'est tout ça. C'est comme pour TripAdvisor pour le restaurant. Ouais, mais c'est vrai pour tout. Il y a beaucoup de faux avis, il y a beaucoup de. Donc voilà, je dirais que ce sont les différents éléments, le feeling, la qualification et ce que vous constatez les avant-après que le praticien vous montre. Si vous montre pas de photos, c'est que c'est quand même suspect.
Moi, j'ai un écran LCD à côté de mon ordinateur et je montre des grandes photos en format 1m50 par voilà. Voilà, c'est les différents conseils que je vous suggère. On a Sophie qui a une question qui nous dit comment on s'y prend si on veut refaire nos lèvres, combien ça coûte et est-ce que ça fait mal? Alors, l'injection d'acide hyaluronique au niveau de la lèvre, c'est la zone qui reste la zone la plus sensible. Mais on a plein de petits artifices parce qu'on est méticuleux et ingénieux quand on est chirurgien. Donc, on peut utiliser des crèmes anesthésiantes qui ont un effet qui reste plutôt modeste. À savoir qu'il existe des crèmes qui sont beaucoup plus efficaces et qui ne sont pas que l'on se procure à base de xylocaïne, mais qui ne sont pas l'EMLA parce que l'EMLA ça marche pas bien. Sinon on utilise des artifices qui sont ce qu'on appelle la cryoanalgésie, c'est un petit appareil qui va vous mettre la peau à moins 4 degrés pendant 2 secondes. Il y a aussi un autre petit artifice qui est un petit engin qui vibre que l'on va placer ailleurs au niveau du visage et qui va permettre de perturber un peu le cerveau. À ce moment-là, les injections sont beaucoup moins sensibles. Est-ce que les injections dans les lèvres, c'est comme les prothèses mammaires? Les prothèses mammaires, si je dis pas de bêtises, il faut les changer tous les 10 ans. Est-ce que dans les lèvres, il faut le refaire régulièrement ou pas? Alors, l'acide hyaluronique au niveau de la lèvre, c'est la zone où ça disparaît le plus vite. Pour quelle raison? Parce que les lèvres sont mobiles, parce qu'on mange, parce qu'on communique. Donc, ces injections, elles sont faites déjà avec un acide hyaluronique que l'on qualifie d'assez fluide pour éviter d'avoir évidemment des petits reliefs. Et ces injections, elles durent en moyenne, on dit 5 à 9 mois. Voilà, ça dépend des patientes. Alors que sur d'autres régions, ça peut être beaucoup plus long. Laurie, moi personnellement, elles ont tenu bien parce qu'elles datent de août, enfin même avant août, juillet. Et je suis encore contente du résultat. Alors après, je pense que peut-être... ouais, mais ça fait moins de 9 mois. Donc on ça fait 9 mois. Repasser. Ça fait 9 mois. Ouais, non, c'est bon. J'ai ma dose. Ça fait trop mal. Non, franchement, ça fait super mal. Normalement, ça fait super mal. Franchement, ça fait super mal. Ça dépend du praticien. Ouais, mais en fait, ce qui fait pas mal, en fait, c'est pas l'injection qui fait mal, c'est le fait de masser derrière qui fait super mal. Enfin, moi, personnellement, c'est ça qui a été hyper douloureux. On n'a pas la même technique. Ouais, peut-être. Un nouveau chirurgien pour le refaire dans 9 mois. Ça y est. Attention, il y a 7 mois de rendez-vous. Alors là, je suis hors délai. T'es hors délai déjà, c'est mort. Je les aurai pour Noël prochain, quoi. Du coup, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ah là là, effectivement. Avant de clôturer tranquillement notre émission, peut-être une petite dernière question autour du contexte Covid, tout ce qui est visio, etc., webcam, ça s'est beaucoup développé dans le télétravail. Est-ce qu'il y a une augmentation? Il semblerait en tout cas qu'il y a une augmentation des demandes en termes de chirurgie esthétique. Voilà. Pierre, alors, dans le contexte de morosité générale, c'est vrai que les patients veulent prendre soin d'eux. Donc ils sortent plus, ils vont plus au restaurant, ils sont pas partis en vacances. Donc on a les patients, on a la chance, contrairement à pas mal de professions, d'avoir beaucoup de demandes. Et on a des demandes particulières avec le port du masque, par exemple. Et finalement, c'est plutôt le regard, le front. Donc c'est plutôt des traitements de botox qui sont réalisés. Et les patients me disent, écoutez, moi je vais différer, je vais pas réaliser les sillons. En tout cas, maintenant, je le ferai au printemps. Donc c'est vrai que les demandes sont importantes. Après, avec le contexte sanitaire, vous savez, on est obligé de reporter les chirurgies qui ne sont pas essentielles. Donc ça, au rythme des confinements et des confinements, on essaie de rendre service aux patientes, mais elles cherchent absolument à être opérées. Et les patientes sont particulièrement déterminées parce que j'en ai beaucoup qui me disent, écoutez, Dr Nguyen, même si la semaine prochaine, vous ne pouvez pas opérer, moi je vous signe une dérogation. Évidemment, hors de question, on s'adapte et on suit les règles de l'ARS. Effectivement, donc tout ça, j'espère qu'on a bien fait le tour un petit peu et qu'on vous a bien éclairé, Mylène. Oui, on a eu pas mal de réactions, on a essayé de répondre au maximum de questions. Merci d'être toujours autant nombreux à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tout cas. Exactement, et pour conclure tranquillement cette émission, on va refaire un petit tour de table. Donc nous avions, merci à toutes et à tous d'avoir participé quand même. Denis Arbez, psychologue à Bandol, merci pour la participation. Merci. On avait Flavien au téléphone, qui est blogueur sur jaimaisansmacravate.fr. Flavien ? Ouais. Oui, je suis toujours là. Parfait.
C'est compliqué par téléphone. Ben voilà, on continue notre tour de table. On aurait dû commencer par Laurie. Hein. C'est vrai. On finissait par Laurie aussi. Hein. Bah, si tu veux. On avait Nicolas, du coup, qui est aussi sur jamais-sans-ma-cravate.fr. Merci Nicolas. Blog. Merci pour votre invitation. De rien, on avait donc le docteur Pierre Nguyen, spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice et esthétique à Toulon, et vous êtes aussi ancien chef de clinique des hôpitaux de Marseille. Merci Pierre. Merci pour votre de ta accueil. participation. Et juste un petit coucou à toute l'équipe du bloc opératoire. Prenez bien des forces parce que la semaine prochaine ça va être compliqué. On ne sait pas ce qui va se passer avec le Covid. Je sais qu'il y en a qui sont réquisitionnés. Donc on vous soutient tous et merci à mon équipe aussi du cabinet. Et enfin, on finit par la fille. Du coup, on avait Laurie Calais, qui est gérante du studio Victoria Meo à Sifour-les-Plages. Merci Laurie. Merci à vous pour votre invitation. Merci. Et puis nous, on se retrouve sur une prochaine enquête prochainement, hein, Mylène. C'est le cas de le dire. Oui, dans un mois. Hein. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, www.fautquonenparle.fr, le réseau social un petit peu partout, Facebook, Instagram, YouTube, la chaîne YouTube aussi. Vous pouvez retrouver les teasers de l'émission, le live vidéo de l'émission. Retrouvez aussi tous les jours des petites informations sur le mur de l'info qui est sur notre site internet www.fautquonenparle.fr. Exactement, pour ne rien rater de l'actualité. Et les podcasts aussi, on peut en parler, profitons-en, il nous reste encore quelques secondes d'antenne pour dire qu'on les retrouve sur tous les réseaux, bien sûr les Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Voilà, si vous voulez écouter et réécouter nos émissions. Voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine enquête. À bientôt. Ciao. Bye.